De qui es-tu le plus proche? Étienne, Yvan ou Thomas? Maxime, Bonjour. comment ça va? Très bien. Et toi? Merci beaucoup d'être là. Avec grand plaisir. C'est un plaisir. Là, ça fait un moment que je suis pas revenu en studio. Donc, je suis très content qu'on revienne Ta un peu là. rentrée. C'est un peu ma rentrée table ronde là. Je fais beaucoup de trucs à l'extérieur. Là, on revient un peu au basique avec une nouvelle personne. T'es jamais venu sur la chaîne. Non. Mais nous, on se connaît depuis 13 minutes. à peu près. Ouais. Ouais. J'avais 14 Ouais, là. À c'est l'instant, ça. je J'ai l'ai eu passé. hyper peur. J'ai eu un coup de chauffe, genre en mode ah bah si, la Corrèze 2003. Bien sûr. Non. Oui, effectivement, on se découvre en même temps. Mais moi, je suis ce que tu fais depuis un moment. Ok. Et j'espère que toi, tu sais dans quoi Oui. tu t'embarques en venant Oui, ici. j'ai regardé. Mais j'avais regardé, je regardais avant. Quand ils m'ont parlé de toi, je connaissais. Trop bien. J'ai regardé, alors j'ai plus son nom, du coup. Mais j'ai regardé la... Thomas Dezer. Non. C'est- Ah oui, si, ça, je l'ai. Non, j'ai regardé avec assiduité le podcast sur la meuf qui a une vie très libertine, là. Et je trouvais que c'était un sujet... J'en ai fait beaucoup. Comment elle s'appelle? Ah ouais, c'est vrai qu'il y a... Ah merde. Non, Ah si, c'est- Léonore. qui habite à Londres. Oui, tout ça, comme ça. absolument. Ouais. Qui couche avec des inconnus. Ouais. Exactement. Et du coup, je trouvais que c'était très... Parce que je suis en mode analyse, j'ai toujours le troisième cerveau Ouais. qui tourne. Et en fait, je me disais, c'est quand même un sujet animé qui est pas hyper simple. Et t'es trop fort. Genre, dans l'écoute et tout, je me disais, ah ouais, franchement, il fait passer le truc en mode non, zéro malaise, ça le fait bien. Bravo. Merci, bah c'est cool. En vrai, c'est pour moi tout C'est est une bonne intéressant. démonstration de force, ce genre de sujet. Trop bien. Bah merci beaucoup. Écoute, j'ai ce qu'il me faut. On commence peut- par se brosser dans le sens du poil. C'est très important. Le principe, il est très simple. Il y a plusieurs cartes devant toi avec des thématiques. Dessous, il y a des questions. D'accord. En sachant qu'il y en a une qui est une question d'abonnés. Ah ok. Souvent, les abonnés sont un peu plus gossip que moi. Donc, Ok. je te conseille de ne pas commencer par celle-là. Ah ok. Très bien. Puis question de watch time aussi, quoi. Absolument. Ok, Mais très voilà, bien. c'est un peu la question mystère. J'aime Et tout ce voilà. que je vois. Et C'est trop et bien. l'important, c'est que tu répondes de la manière la plus honnête possible parce que c'est ce qu'on Ouais, veut. ça, c'est pas sûr. Parce que je suis... voilà, bref, je suis une vraie tombe. C'est ce qu'on m'a dit. Mais non, mais je vais essayer. En tout Il y cas, a des j'ai- thématiques qui te font peur un peu déjà? Ah oui, je peux débrief. J'étais très pressé. Échec, sur le principe, c'est pas ouf. Parce que je sais pas ce que je vais pouvoir te raconter. Ma vie, globalement, un succès énorme. Émotion, parce que j'ai quand même peur de me livrer. Argent, ça touche à plein de trucs, des fois, qui me font un peu chier. Et... La question n'est pas combien tu gagnes. Je te rassure. non, t'inquiète. Non, c'est même pas ça, mais je sais pas. Non, mais je vais prendre du plaisir à la retourner. Hein. On verra. Mais après, il y a plein de trucs, je vois plein d'anecdotes, plein de choses. Non, c'est Ouais. bien. C'est bien. Je sentais qu'apprentissage, Oui, c'était en fait, positif. ça te- Apprentissage, ça me semble être un mot qui évoque le début d'une belle aventure. C'est Très que bien. nous vivons tous les deux, alors je prends cette carte. Commençons par apprentissage. Il y a une question derrière, je la lis, c'est ça l'idée. Absolument. Qu'as-tu appris par toi-même dernièrement? Oh bah là, je pense qu'on va partager des choses tous les deux, hein, parce que j'ai le droit de dire ce que j'ai vu en arrivant dans le studio. Absolument. Bon, il y avait vraiment un petit être humain dans tes bras, C'est vrai. de cette taille-là environ. C'est vrai. Donc forcément, ça connecte, hein, parce que donc moi j'ai 2 filles, 5 et 2 ans. Donc voilà, je sors de la période dans laquelle tu es, et je te rassure, ça va aller mieux. Ah, c'est vrai? Il n'y a pas des moments où ça replonge? Pas encore. Non, franchement, la première année, c'est quand même costaud, je trouve. Ok. Je trouve. Après, c'est d'autres problèmes, tu vois. Mais après, j'ai zéro expérience, elles ont que 5 ans. Hein. Quand tu vois des darons qui ont des enfants de 15 ans, ils sont en mode, oh là, t'inquiète pas. Ouais. Mais Te par la pète rapport à pas moi, là, par rapport à Mais moi, voilà, t'as plus moi, d'expérience quand même. là, j'ai 2 ans d'avance, Ouais. je suis en 3e, t'es en 5e B au collège. Ouais, Et je te dis juste, dans 2 ans, ça va, t'inquiète. ça c'est cool. Je vais quand même te parler de parentalité, parce que c'est un sujet qui nous connecte, et puis c'est quand même le truc où on apprend le plus par nous-mêmes, quoi. Il y a quand même Ouais. pas de mode d'emploi de ouf. Hein. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de modes d'emploi que tu lis et après Ouais. tu te rends compte qu'il y en a rien de ce que tu lis Absolument. n'a de sens derrière. Absolument. Bah, surtout qu'il y a tellement d'écoles Ouais. de comment éduquer ton enfant. Ouais. Moi, j'ai lu plein de bouquins qui donnaient un conseil. Le bouquin d'après, c'était le conseil Absolument. inverse et j'étais perdu. Donc Mais il y a ça m'a angoissé avant la naissance d'ailleurs, ça. Phrase bateau, mais avant ta naissance. Non, avant, Ah, cool. non, avant la Oh. naissance de mon fils, ça m'a angoissé de lire des bouquins où en fait j'étais en mode ah oui, alors très bien, il faut faire ça avant le coucher. Et le livre d'après disait surtout ne faites pas ça. Ouais, tout à fait. Donc après, j'ai jeté tous les bouquins. Non, mais je pense qu'il faut être un arbitre et prendre ce qui est en accord avec tes valeurs dans chacun des trucs et faire un résumé. Ouais. Tout, c'est ce qu'on fait tous de toute façon. Ouais. Mais globalement, si on se soucie de ça, c'est qu'on doit pas être trop nul. Tu vois, je pense que, encore phrase bateau, je vais faire que ça, des phrases bateau. Mais les parents qui sont des mauvais parents, ils savent pas que c'est des mauvais parents. Tu vois? Ouais. Alors que les bons parents. Ah oui. si Est-ce qu'il se pose la question?
Bah oui, c'est ça. Ouais. Je pense. Hein. Si tu te poses la question et que tu y accordes de l'importance, c'est que tu vas pas faire tout mal. Ouais. Je me dis ça, tu vois, ça me rassure. Mais Parce que tu t'es vu faire des trucs là où tu t'es dit oh là là, pourquoi je fais ça, faut surtout pas que je fasse ça. Bon, le truc qui fait flipper, c'est on a un métier qui fait qu'on a besoin du téléphone. Je m'interdis, peu importe le degré d'importance de ce qui se passe sur mon téléphone, de quand elle me parle, de pas poser mon téléphone et de la regarder dans les yeux. Genre, c'est impossible. C'est déjà pas ouf d'avoir le téléphone dans la maison, mais bon, à un moment donné, je fais ce que je peux. mais ça, me fait violence. C'est-à-dire, en fait, t'es dans un problème de boulot, un truc qui te prend une grosse partie de ton cerveau, mais à partir du moment où papa, tu penses quoi de mon lacet gauche? Et ça, t'arrives à le faire à chaque fois? Ah bah non, mais c'est obligatoire. Okay. Non, franchement, je m'applique ça au Surtout max. que ce qui est fou, c'est que moi, je me suis rendu compte très tôt, dans les premiers mois, nous, on fait hyper gaffe aussi à pas avoir notre téléphone devant lui, etc. Qu'en fait, malgré ça, il a capté l'intérêt du téléphone. Sûr. C'est-à-dire que tu lui donnes plein d'objets devant, c'est le téléphone sur lequel il va aller en premier. Et ça nous a angoissé dès les premiers mois quand on s'est dit, donc il a capté que même s'il sait pas pourquoi, parce qu'il voit jamais l'écran ni rien, non, mais il a capté que c'était important pour nous. L'intention de tes parents, t'as quand même envie de la détourner. Parce que c'est un danger. Tout ce qui détourne l'attention de tes parents, je pense que c'est un truc d'homme des cavernes. Ouais. Si mes parents sont happés par autre chose, ma sécurité est en danger en tant qu'enfant. Je sais pas, je me disais, tu vois. On est quand même des gens, on est quand même une espèce très inadaptée à tout ce qui nous arrive. Tu vois, on est fait pour survivre. Ça, je me fais cette remarque tous les jours. Tu vois, donc, il y a quand même plein de choses dans le starter pack de l'être humain dont on n'a absolument plus besoin, quoi. Ouais. Genre la colère et la violence. C'était vachement bien pour se défendre contre un ours brun. Mais là, franchement, du coup, on l'utilise pour autre chose, mais ça n'a plus de sens. Ce que j'allais dire, c'est quand même, peut-être que c'est derrière la carte émotion. J'ai pas du tout répondu à la question. Mais c'est peut-être l'émotion en plus sur laquelle on joue le plus sur les réseaux aujourd'hui. De ouf. Après, moi, je m'en protège. Je fais l'ermite de fou, là, et je fais même l'autruche parce que j'ai l'impression que j'obtiendrai rien de bien et que j'ai pas envie d'être militant. J'ai pas envie de prendre ce combat. J'ai d'autres combats dans ma vie, notamment l'éducation. Et de l'éducation découle tout. Donc je me dis on a un rapport tout aussi d'efficience. On en a parlé vite fait, genre qu'est-ce qui peut être le plus efficace pour transmettre des messages et tout. Et l'éducation, bon, c'est quand même une fontaine qui ruisselle sur plein d'autres sujets. C'est vrai. Donc c'est la base de tout. Qu'est-ce que j'ai appris par moi-même dernièrement Par moi-même. J'adore apprendre des trucs par moi-même en plus. C'est le dernièrement qui m'embête. Dernièrement, je suis assez stérile, je suis assez plat, je suis assez triste. C'est pas forcément le dernier truc, tu vois. Ça peut être dans l'année précédente. Il y a 2 ans, genre, un peu en soif d'apprentissage. Et d'apprentissage de choses qui n'ont rien à voir avec ce que je fais. Et je me suis chauffé pour passer mon permis haute mer, donc plutôt navigation, et mon permis ULM. Et en fait, ça n'a tellement rien à voir que tu te prends une dose d'informations et de théorie sur des choses qui n'ont rien à voir, que ça m'a fait plaisir d'apprendre, et ça m'était pas arrivé depuis vraiment très longtemps, parce que j'avais quand même un rapport à l'apprentissage au collège, flemme, je perds mon temps, machin. J'ai repris goût à l'apprentissage en études supérieures, parce que j'avais des profs incroyables en master, machin, qui m'ont fait reprendre goût à l'histoire et à plein de trucs comme ça. Donc depuis cette époque-là, en fait, j'avais jamais réappris des choses. Donc je dirais ça. Ça aurait pu être d'autres passions, mais du coup c'était plutôt, on va dire, la navigation au sens large, la météo, machin. C'était trop intéressant. Très stylé. J'en choisis une autre, Ben. Allez. Super. Allez, celle-là, on l'a. Ça dégage. Qu'est-ce qu'il y a derrière la fin? C'est pour finir. On aimerait tous le savoir. Non, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Est-ce que c'est pour finir le podcast? Ce qui serait un peu dommage. Tu peux. Non, tu peux tirer celle que tu veux à tout moment. Est-ce que c'est comment j'ai la matière allez, je la prends parce que... C'est la fin de ta chaîne. On dit late maintenant. C'est ça, en fait, je me dis. Quel accomplissement te rendront heureux à la fin de ta vie? Ça, c'est une question que je me pose très souvent. Quand j'ai un problème dans ma vie, je me dis, attends, est-ce que ce truc-là aura de l'importance à la fin de ma vie? Et est-ce que ça va dans le sens de ce que j'ai envie de me dire à la fin de ma vie? Je suis très curieux d'entendre ta réponse pour le coup. On inverse. Moi, typiquement, le fait d'avoir un enfant, ça a rajouté une donnée que j'ai envie de me dire à la fin de ma vie, où je veux me dire que j'ai été un bon père, que j'ai fait ce qu'il fallait. Mais j'ai surtout, là où il y a encore... C'est eux qui te jugeront. Ouais, en plus. C'est eux qui diront si j'étais un bon père. Ça, c'est dur. Et il y a beaucoup de chances qu'en plus, mon fils me dise, ah là, t'as chié là-dessus. T'étais excellent. Exactement. J'ai vu que t'étais excellent. Merci. Mais voilà, je pense qu'il y a ce truc-là. Et là où j'étais très, très axé sur le travail, il y a encore...
3-4 ans, on va dire. Peut-être passer la trentaine, je sais pas. Mais là, j'ai plus envie de me dire à la fin de ma vie, pas « Ah, j'ai réussi des accomplissements professionnels », mais j'ai envie de me dire « Je pense que j'ai vraiment été une bonne personne au maximum pour les gens qui m'entourent. Okay. » Ça, c'est un truc qui guide un peu plus ma vie aujourd'hui. Carrément. Après, si toi, c'est l'argent, tu t'as le droit de le dire. Moi, c'est vraiment, c'est plutôt ça. Argent, plutôt le bitcoin, pour être exact. Et si on est un peu précis. Ce qui me rendrait heureux, c'est de l'avoir acheté très tôt et de l'avoir revendu le plus tard. Non, mais... en fait, je suis très très famille. J'ai vraiment baigné dans déjà mon foyer, juste ma sœur, mes parents. C'était très famille. Et comme j'ai vécu un tout petit arrachement, parce qu'à l'âge de 5 ans, j'habitais à Lyon et que mon père était muté à Angers, et donc toute ma famille était à Lyon et tout. En fait, il y avait ce truc où on faisait la route jusqu'à Lyon, donc ça fait à peu près 6 heures. Je sais pas combien de fois par an. Mais en fait, ça crée un truc particulier avec la famille parce que tu te manques et tu les vois d'un coup beaucoup. Ouais. Et du coup, ce côté clan, ce côté famille, j'y suis très attaché. Donc je pense que à la veille de ma mort, si je me dis, tiens, j'ai réussi à reproduire ce truc de clan, d'unité, de familial, je pense que ça me rendrait heureux. Et d'un point de vue perso, ce serait d'avoir eu plusieurs vies. J'ai beaucoup de mal avec le fait de me dire, je vais faire ça jusqu'à la fin de mes jours. Okay. Et l'avantage de ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on peut avoir plusieurs vies tout en maintenant la création de contenu. Ouais. Tu vois, oui, j'allais dire, voilà. Est-ce que tu as l'impression que ça fait 14 ans que tu as la même vie ? Ouais. 14. Ouais, t'es pas loin, 14 12 je crois. 12. Attends, j'ai commencé en 2012, 12 ans. Ouais. Non, la vie elle a micro-évolué au fur et à mesure. Mais c'est quand même, oui, sur les 10 dernières années, j'ai quand même globalement un peu la même vie. Ouais. À l'exception de, je suis papa, mais d'un point de vue pro, ouais. Donc c'est vrai que ça, j'aimerais bien que ça change pour découvrir d'autres choses. C'est de la pure curiosité. On n'a qu'une vie, quoi. Donc ce serait dommage d'en vivre qu'une, quoi. T'as des idées déjà ? Des fois, tu dis, ah là, si je plaquais tout, je ferais ça. J'aimerais bien... ça, c'est des idées qui se feront peut-être pas, mais oui, il y a des trucs en mode, je me dis, ouais, c'est... En fait, j'aimerais bien faire un truc avec ma femme où on allie nos deux compétences. Qu'en fait, on s'est rencontrés au lycée. Et donc, moi, j'ai fait youtubeur et elle a fait médecin. Et j'aimerais bien un jour faire un truc qui mixe nos deux compétences, et elle aussi. Ce qui paraît sur le papier un peu chelou. Mais ça dépend ce que tu prends comme porte d'entrée. C'est ça. En vrai, ce serait sans doute c'est un beau galvaudé, mais l'humanitaire au sens large. Enfin, en tout cas, faire une fondation ou un truc, parce que je pense qu'il y a des trucs à faire. Voilà. Mais j'ai des sujets, mais bon, je te donne pas tout. Je te dis pas tout. Mais... C'était pas des vidéos sur de la chirurgie à cœur ouvert, par exemple. Non. Okay. Non, l'idée, c'est de faire un truc sur le médical ou sur l'éducation, voilà, en servant des compétences de ma femme et en utilisant les miennes, voilà, en utilisant mon audience. Mais ça, ce serait vraiment tard, je pense, tu vois. Ce serait peut-être d'ici 15 ans, 20 ans, j'en sais rien du tout, peut-être jamais. Donc, te dire que t'as recréé un clan à la fin de ta vie, quoi. Ça, ouais. Et puis avoir ça passe par faire plus d'enfants ou pas ? Sur le papier, oui. Et dans le manque de sommeil. Pensé en me disant, je me suis dit, j'espère qu'il va pas poser cette question. C'est vrai que voilà, créer un clan, ça signifie faire beaucoup plus d'enfants. Mais là, le problème, c'est que là, pour moi, un troisième enfant, ce serait pas respecter les deux premiers. Okay. C'est-à-dire que je pense que ça prendrait trop de temps et que ça dégraderait un peu la qualité de la parentalité des deux premiers, tu vois. Ce qui nous note sur TripAdvisor. Bien sûr. Et là, je pense que je perdrais des notes. Il y a un petit journal intime là. Tu vois, donc il y a ça. Je pense que voilà, faudrait que j'arrête une partie de ce que je fais, ce qui serait entendable et faisable. Mais je suis pas trop prêt à le faire pour le moment et je suis très heureux comme ça. Donc voilà, c'est vrai que 3 enfants, ce serait bien, mais je pense pas que ça va arriver pour l'instant en tout cas. Et puis il y a l'horloge biologique qui tourne. C'est qu'à un moment donné. Bien sûr. Le gars, il est plus tout jeune. Bah ouais. Et puis voilà, et puis c'est pas moi qui porte l'enfant non plus, donc c'est pareil de l'autre côté. C'est pas simple, tu vois. En vrai, dans l'époque dans laquelle on vit, on est de plus en plus âgés, à vouloir des enfants de plus en plus âgés, sauf que, encore une fois, on est conçus comme des hommes des cavernes. Ouais. Programmés pour mourir aux alentours de 40 ans, donc forcément, c'est pas dingue. Moi, ma meuf, elle a genre 2 frères et sœurs, moi j'ai un petit frère, et donc on n'a pas grandi en enfant unique, tu vois. Oui, ok. Et là, aujourd'hui, peut-être que tu vas me dire c'est la tranche d'âge aussi où là il a un peu plus de 11 mois. On vient de passer une année un peu fatigante. Moi j'ai fait 6 mois de pause sur YouTube pour me concentrer, pour l'élever, etc. Mais on se dit, là t'as arrêté, tu m'as dit tout à l'heure. Là c'est bon, là 1 an j'attendais. Très puis très non, 6 mois de pause, j'ai dit c'est bon. Bien. 6 mois maintenant, pendant 18 ans il va faire sa life. Mais non, je me suis dit quand même, est-ce que là je pourrais repartir dans le même circuit ? Je vois totalement ce que tu dis. C'est vrai qu'au bout de 11-12 mois, c'est vraiment le moment où tu te dis, tu viens de sortir la tête de l'eau et là tu dis, il faudrait réenchaîner. Ouais. Bon, alors, la pratique de réenchaîner en elle-même, ça va.
Oui. Mais la conséquence. Exactement. Voilà. Donc c'est vrai que. Mais c'est le piège des 3 ans peut-être. Où ça va mieux à 3 ans et t'oublies tout ce qui s'est passé avant. Oui. Dès que tu commences à sortir des couches, t'es là genre. Ça plaît aux gens ça? Ouais, les couches, c'est Les bien. couches, bien sûr. J'ai parlé de Méconium sur ma chaîne déjà. Donc, Génial. Méconium. Super mot d'ailleurs. On utiliserait dans un moment très restreint de ta vie. C'est vrai. Alors que c'est magnifique. C'est vrai. Alors on dirait juste un jeu vidéo un peu stylé. C'est vrai. Le 2 est bien. Je me suis demandé si. Je me suis demandé d'ailleurs, parce que moi j'avais l'impression que c'était un truc qui venait de l'espace, le Méconium. Je sais que toi t'es passionné d'espace. Ah bah oui. Je me demandais si tu t'es pas fait un peu ce truc-là C'est de. une substance verte qui brille, un peu gluante, qui donne du pouvoir, bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est totalement ça. Après, j'ai goûté. Rien passé du tout. J'ai pas goûté. Ah non, maintenant c'est du caca. Contrairement au lait de ma meuf que j'ai goûté. Ça c'est génial, c'est très sucré. C'est excellent. Mais oui. Dommage que ça s'arrête un jour, mais. C'est très court, malheureusement. Enfin bon. J'avais pas sauté le pas, mais au Japon, il y avait eu un bar de lait maternel. J'étais passé devant. Oh waouh. Ouais. Mais ça veut dire que les cuisinières, elles sont. Ah là, je sais pas. Le système après, est-ce que c'est un système de traits? Est-ce que c'est terrible? C'est au Japon, t'as dit? C'est au Japon, bien sûr. Ça bien évidemment. Quelle question. Ouais. Et je sais plus où on en était, mais je suis trop content de parler de parentalité avec toi. Ça me fait plaisir, ça me soulage parce que je suis un peu tout seul. Hein. C'est vrai? Bah moi sur Angers, dans toutes mes équipes, on est 2 quoi. Enfin il y a une autre personne qui a des enfants et fin l'histoire. Okay. Donc bref et donc voilà. Donc non, ça me fait du bien. Ça me fait parce qu'il y a assez arrangeant dans le salariat, comme ça il y a pas de congé mater. Voilà, ça reste. C'est bien clairement sûr un choix. Bah non mais c'est clair, ça me coûterait un pognon sinon. Non, par contre vraiment, c'est marrant ce que tu dis parce que du coup j'ai plein de salariés du même âge et ça va tout arriver en même temps. C'est-à-dire que je pense que dans 2 ans, il y a 4 personnes à temps plein qui sont là et tous les autres sont en congé, pas de congé mat. Okay. Et je serais profondément heureux pour eux. Mais je vais galérer. Ouais, bah oui, à remplacer toute l'équipe. Il y aura peut-être un peu moins de vidéos. C'est pas grave. Non, c'est tellement important. C'est trop bien que t'aies pris 6 mois, c'est ouf. Mais ça passe tellement vite. C'est un luxe. Ouais. Et quand tu prends longtemps, entre guillemets, comme ça, t'as l'impression que tu sais pas comment il va faire, quoi. Tu sais pas comment. T'as l'impression de le lâcher au monde. T'as pas eu cette sensation-là? Si, mais comme on l'a pas 100% lâché là, c'est-à-dire que comme ma meuf est freelance, moi aussi, en fait on aménage, déjà on n'a pas de nounou, tu vois, donc encore aujourd'hui en fait c'est nous qui le gardons, donc c'est aussi pour ça que c'est un peu fatigant. Sportif, mais pour l'instant après il y a ma famille, ma belle famille, etc., tout le monde le garde un peu, il est adorable et tout, donc c'est cool, mais on a un peu ce truc là de le départ à la crèche, l'école, enfin après voilà, il va y avoir tous les traumas. Comme Game of Thrones, il a 12 ans, il est encore bien au sûr. sein. Il tue son père. Voilà, exactement. C'est vrai, j'ai oublié. J'enchaîne sur famille du coup, parce que là je crois qu'on est dedans comme ça, après on en parle plus, il y a un tunnel, et puis il y a surtout une colonne. Es-tu le père que tu voudrais être? Ça, après on n'en parle plus, les gens en ont marre. Absolument. Les couches, quand il n'y a pas les petits rabats, la languette bleue c'est derrière, je vous le dis. Même en sachant, on s'est trompé plusieurs fois. Mais bien sûr. Un peu fatigué à 2h du mat. Pourquoi ça ferme pas? Non. Et c'est au moment où tu l'enlèves que là, le pipi part. Mais évidemment. Bien sûr. Merci, je t'en supplie. Après, toi, t'as un gars. Oui. Donc ça fuse un peu moins chez les filles. Oui. C'est plus une fontaine. C'est pas mieux en fait. Non. Es-tu le père que tu voudrais être? Je crois que je me suis. Moi, j'ai un gros syndrome de culpabilité. C'est-à-dire que j'ai jamais l'impression d'être à la hauteur, mais je pense que c'est plutôt bon signe de penser comme ça. C'est pas si grave. Mais ça t'empêche de faire des trucs? Non, mais j'ai juste non, je pense pas, parce que du coup, comme je culpabilise, je veux faire des choses pour compenser, mais c'est jamais assez, quoi, tu vois. Je me dis, non, j'aurais dû faire plus, j'aurais dû être plus là. Et quand je dis j'aurais pu être plus là, c'est pas physiquement, c'est mentalement. Tu sais, des fois, t'es happé par quelque chose du boulot et tu te rends compte que pendant 3 minutes où t'as joué à faire la construction de Cap-là, en fait, t'étais pas vraiment là, quoi. Ça me fait vraiment peur. Et c'est un truc c'est une graine qui m'avait été plantée par un youtubeur américain qui s'appelle Casey Neistat, que tu connais évidemment. Bien sûr. Et qui avait arrêté sa chaîne parce qu'il avait dit je n'étais pas chez moi mentalement. Okay. Donc il avait la rigueur, malgré tout ce qui lui arrivait, que c'était un des youtubeurs les plus successful, il avait la rigueur de se dire je rentre à la maison et je suis là. Mais en fait, au bout d'un an, il s'est dit je suis pas là en fait. Ça sert à rien. Choisis. Et donc, toi, t'arrives là, tu rentres chez toi, les concepts ils n'existent plus, les stats n'existent plus. Non. Mais c'est tellement mieux qu'avant que c'est quand même motivant de se dire bon, je viens de là, je suis là. Et ça fait que j'ai l'impression que je suis sur le bon chemin. Mais c'est drastiquement mieux qu'avant, truc de malade. Avant, c'était un peu cata, franchement. Et j'ai vécu ça. Enfin, les 6 premiers mois avec ma fille,
ma première fille, je changeais des couches en pilote auto. Et surtout avec les enfants très jeunes, parce que les enfants plus vieux, ils te posent des questions, il y a une conversation, donc en fait, bam. Mais quand t'es en mode pilote auto, tu changes la couche, machin, t'es déchiré parce que la nuit était compliquée, bah forcément ton cerveau il est en mode j'ai pas forcément, c'est un Tamagotchi. Je le nourris, c'est méconium, machin. Donc, les journées sont les mêmes. Donc du coup, j'étais des fois pas là mentalement et j'en ai pris conscience et je pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup mieux. Mais de toute façon, encore une fois, c'est mes enfants qui me jugeront. Hein. Mais en tout cas, je me suis jamais construit une image de père que je veux être et je veux l'atteindre. C'est un chemin infini. Et de toute façon, t'as pas le temps, d'atteindre un stade de parentalité que tes enfants ont déjà grandi, ont déjà d'autres besoins, sont déjà plus les mêmes personnes et donc infini quoi. Ouais. Tu t'es posé la question avant l'arrivée de ton premier enfant de te dire quel père je vais être? Ouais. Surtout par rapport au boulot, je pense que c'est ma crainte première. Je me suis dit, je veux surtout pas être le père dont le boulot éclabousse trop leur vie. Quoi. Ce qui me paraît sur le papier impossible en vrai. Mais parce que ça toi, t'avais vécu ça avec ton propre père ou pas du tout? Non, c'est la notoriété qui me faisait peur, le fait que j'ai un métier exposé. Je voulais pas que ça. Et je veux toujours pas que ça éclabousse sur elle d'une manière ou d'une autre. Ce qui pour l'instant marche, mais jusqu'à quand? Et donc, ça, c'est plutôt ça dont j'ai essayé de me protéger. Par exemple, je voulais être présent physiquement déjà, première chose. Donc j'ai tout organisé pour pas avoir des heures de trajet, donc le choix d'être arrangé, plein de choses comme ça. J'ai tout construit en amont en fait. J'ai quand même vraiment stuffé ma vie avant l'arrivée du bébé parce que ça me faisait un peu peur. Donc j'étais quand même très content quand ma première est née parce que j'avais l'impression d'avoir organisé ma vie en conséquence et d'avoir fait les choses bien. Mais il suffit pas de faire en sorte que tu n'as pas beaucoup de trajets le matin. Il faut aussi penser au fait d'être là mentalement. Ça peut être bien, ça peut être utile. Tu vois. Ça, je m'en suis rendu compte pas mal de fois où, comme c'est très répétitif, notamment l'endormissement ou des tas de trucs comme ça, j'avais tendance à un moment à me dire, bon, bah voilà, on est dans la productivité du truc, moi j'ai du mal à rien faire. Donc je me mettais un podcast des fois dans l'oreille, tu vois. Carrément. Et en fait, il y a 2 ou 3 fois où je l'endormais au bras et où je voyais qu'il n'arrivait pas à s'endormir. Et moi, ça m'agaçait parce que j'étais stimulé par lui, plus le podcast, plus les trucs. Et il y a un moment où j'ai pris mon AirPod, j'ai dit, là, on arrête en fait. Déjà, je vais réapprendre à m'ennuyer juste parce que là, mon cerveau, il est en ébullition tout le temps, j'arrive plus à réfléchir. Et puis surtout, la priorité, c'est lui, tu vois. Et j'ai l'impression que ça m'a appris à ça en tout cas. Ça m'a appris à juste avoir des temps de pause, des temps où on pense plus au travail et où tu deviens juste même plus productif déjà. Après. Je te rejoins à 2000%. C'est clair que en fait, c'est tellement d'heures d'attente. En fait, au milieu de la nuit, à bercer, à machin, mais c'est des heures. Je veux dire, on a un fauteuil à bascule dans la chambre de ma fille. Je le déteste. Il est inconfortable au possible. On l'a changé parce que c'était plus possible. En fait, je sais pas pourquoi on a pris le même, juste il a un dossier plus haut, mais il est tout aussi nul. Et ben je disais à ma femme, on a dû passer, c'est un challenge YouTube, on a dû passer mais plus de 100 heures d'affilée largement, tu vois, dans ce truc. C'est vrai que c'est un titre YouTube. Non mais oui, c'est ça. 100 heures dans le fauteuil à bascule. Et en fait, c'est des heures où c'est tout passé. Il y a des heures où tu gères les pleurs, les cris, puis il y a des heures où tu as de l'amour, et puis il y a des heures où tu penses au boulot. Mais c'est vrai qu'un téléphone, j'ai évité dans ce fauteuil. J'ai déjà fait, mais c'est vrai que j'ai évité parce que je suis quand même assez content de me retrouver seul avec moi-même. Et quand même très peu de moments au final où il y a la douche. La douche, c'est quand même un sanctuaire pour moi. Moi, j'ai tendance à prendre des douches trop longues. Absolument. Absolument. Très mauvais pour la planète, mais très bon pour ta tête. C'est vrai. Faites-en des t-shirts. J'ai vu une douche qui recycle l'eau et c'est fait pour les gens qui, plutôt que de changer les mœurs, les habitudes, ça recycle l'eau éternellement pour prendre des douches longues. Je vais checker. Why not? Je vais checker parce que ça doit certainement coûter 15 000 balles, mais ça a l'air super. Mais peut-être rentable sur le long terme. Peut-être. C'est passé dans Qui veut être mon associé, je crois. Ok. Et j'ai vu le truc, je me suis dit, je suis à ça d'investir. Ouais, c'est ça. Je prends 50%, mais tu joues pas, t'es dans ton canapé. Très bien. On ferme ce volet famille. Je parle trop là. Non. Ok. C'est le principe de ma chaîne. Hein. Donc vraiment, les gens cliquent, ils veulent voir des gens parler. On va prendre MrBeast. Hein. Comme ça, c'est fait. Qu'est-ce que MrBeast représente pour toi? Alors c'est vrai que je suis très associé à MrBeast, mais en soi, je suis pas très consommateur en soi. Ok. Ouais, j'ai plus regardé les vidéos de MrBeast depuis qu'il m'a contacté pour faire des choses, les doublages, les machins, et la vidéo récemment, qu'avant. En fait, Est-ce qu'il y a eu, parce que moi, alors c'est l'impression que j'ai en tant que public, j'ai eu l'impression qu'il y a eu du coup, et même pour les gens qui connaissent pas forcément, il y a eu toute l'époque vraiment Redbox, où il y avait vraiment la team Joyka, Mastu avec toi. Après, cette époque-là est partie un peu de côté,
Et il y a eu un moment de latence où même moi, j'avoue que je sais pas exactement ce que tu faisais à ce moment-là. Je sais pas si toi, c'était une traversée du désert ou si au contraire, ça a continué normalement. Et après, il y a eu la team où là, tu as embauché 3 résidents. Tout à fait. Je déteste faire les guillemets, mais je l'ai vraiment fait. C'était bien fait. C'est des résidents. En tout cas, 3 contractuels, dont Thomas qui est déjà venu dans l'émission. Et là, j'ai eu l'impression qu'il y a eu une vibe plus MrBeast dans les titres, dans les miniatures, etc., qui n'était jamais copiée parce que c'était jamais exactement le même. Peut-être parce que tu n'es pas multimillionnaire. Il y a ça qui joue. Comme, mine de rien, détruire une Ferrari, bon, non, pour 1 minute de vidéo. Pas tant envie. Il y a aussi des différences culturelles quand même. C'est vrai. On est moins américain là-dessus. Et j'ai eu l'impression qu'il y a eu une petite vibe là-dessus. Et toi-même, t'en rigoles aujourd'hui parce que je pense qu'on a dû te le dire plein de fois. Ouais. Est-ce que toi, c'était une vraie volonté à ce moment-là de te dire comment je fais évoluer ma chaîne et je regarde aux États-Unis ce qui peut se passer. Il y a lui qui est cool. Bon, bah, inspirons-nous de ce qui peut fonctionner chez lui. Ou alors, en fait, pas du tout, c'était pas du tout une ref à la base. Je pense que déjà, il n'y a pas eu vraiment de rupture de décision, genre en mode maintenant on fait ça. Déjà, sur la transition entre la Redbox et les résidents, c'est marrant parce qu'en fait, c'est vraiment un truc perçu depuis l'extérieur par les gens en général. Parce qu'en fait, au moment de l'annonce du lot, en fait, moi, la Redbox était déjà finie depuis plus d'un an. Ouais. J'avais déjà échangé avec les gars, c'était déjà fini, ils avaient déjà leur local. Moi, c'était loin derrière moi. Donc, le moment où il y a l'annonce et que les gens disent « Oh, il est tout seul dans sa Redbox », et ben à ce moment-là, moi, j'ai déjà embauché les gars. Ouais. Et je suis déjà en train de faire des vidéos avec les gars. Donc, en fait, les gars sont arrivés avant la fin de la Redbox. C'est-à-dire que Thomas a croisé Mastu et Jordan à la Redbox. D'accord, ok. Et ça, les gens n'ont pas cette temporalité en tête. Et en fait, c'est l'annonce du lot qui a réellement marqué la fin de la Redbox, sauf qu'il y a une latence entre les deux, bref. Ouais. Et donc, ça crée un petit peu ce bordel. Mais en fait, moi, j'avais déjà pré-shot. J'étais prêt avant, finalement, si tu veux. Le moment où j'ai senti que la Redbox battait de l'aile, j'ai pris j'ai constaté que moi, je voulais continuer à faire des vidéos avec des gens, avec les mêmes gens. Ouais. J'avais du mal et j'ai toujours du mal à faire du fit and fun avec que des nouvelles personnes tout le temps. Sur ta chaîne d'ailleurs, il y a pratiquement jamais très peu. Je suis en train un petit peu de le faire. J'ai tourné avec Kev Adams récemment et Alban Ivanov demain sur une série. Tu vois, c'est vraiment et j'ai fait McFly Carito. Je les ai invités pour la première fois depuis alors qu'ils m'ont invité 10 fois. Donc c'est une petite ouverture là cette année, mais pour essayer, pour me faire plaisir avec des gens que j'aime bien. Mais c'est vraiment pas une stratégie. Et moi, j'ai vraiment besoin d'avoir de la complicité et d'être avec les mêmes gens. J'arrive pas je trouve ça incroyable, ce truc de McFly Carito, d'avoir tout le temps des abonnés, de les mettre à l'aise quoi qu'il arrive et tout. C'est un super pouvoir que je suis parfaitement incapable de faire ça. Et donc voilà, j'ai pris le constat que la Redbox, ça battait de l'aile. Du coup, j'ai mis en place ça, c'est-à-dire embaucher des abonnés. Très très tôt, ça s'est fait très vite, très tôt. Et en fait, ça va aussi avec mon rêve d'enfance qui m'a fait rentrer dans YouTube, c'est que je voulais animer des mornings de radio. Voilà. Au final, on se retrouve avec un micro, un SM7B d'ailleurs, j'imagine. Absolument. Il est super. Et c'est juste pour se la péter, c'est juste pour dire il a la ref, quoi. Et du coup, j'ai embauché les gars pour construire vraiment une team, donc un punchliner, un gars qui rigole, qui est bonne vibe, et un gars qui est en décalage. Okay. Je vous laisserai deviner qui est qui. Et ouais, je suis trop content de ça. Et donc, je te réponds sur MrBeast. Très fort, pour finir là-dessus, de ne pas avoir pris en plus des gens déjà connus. Oui. Et d'avoir pris vraiment un roster en se disant on va monter ensemble une équipe que les gens vont prendre plaisir à voir à la Friends, mais pas de prendre des gens en se disant ils ont déjà une communauté, donc c'est comme ça qu'on va monter. Ouais, bah ça c'est les erreurs que j'ai pris de la Redbox entre guillemets, c'est que dès qu'il y avait des choses avant, ça créait des batailles d'ego qui n'étaient pas très saines, je pense, et du conflit d'intérêts. Enfin, bon, c'était pas fou, donc voilà. Mais Thomas pour le coup avait déjà quand même une petite carrière, une belle carrière d'humoriste. Ouais. Et comme je dis toujours, il aurait de toute façon fini par faire son Olympia sans moi, donc voilà. Et après MrBeast, comment c'est arrivé, je pense que je me souviens d'une vidéo que j'ai fait qui est vraiment un concept de MrBeast, qui est la vidéo, et quand je réfléchis sincèrement, j'en vois pas d'autres qui sont vraiment des vidéos de MrBeast. C'est la vidéo où il y a des gens qui ont la main sur une voiture et si tu la remportes. Donc MrBeast c'est une Lamborghini, moi c'est une Clio 2. Toute option, on n'est pas des chiens. Et du coup, je sais que cette vidéo-là m'a vraiment valu l'identification. Okay. Je pense vraiment que c'est
une erreur entre guillemets, avec cette phrase de début d'intro qui je crois dit c'est inspiré de youtubeurs américains, parce que j'ai beaucoup de, comment dire, à l'époque très très idiot de ma part de dire ça, mais je sais pas que j'avais pas envie de créditer MrBeast, mais en fait MrBeast il avait déjà pris à quelqu'un d'autre, et c'est des jeux de supermarché. En fait le jeu de la voiture c'est des jeux de supermarché aux États-Unis dans les années 80-90. Donc c'est très culturel là-bas, tu vois. Donc je veux dire, quand la première vidéo de MrBeast quand elle est sortie, les gens se sont dit bah oui, c'est le jeu des supermarchés des années 80-90 où les gens restaient la main et le dernier qui l'enlève gagne la voiture. Et d'ailleurs cette référence, elle est dans Malcolm. Dans Malcolm, il y a un épisode où il y a tu peux gagner, enfin il y a la même chose quoi. Donc en fait MrBeast il a fait un truc qui est culturel, que tout le monde connaît, toute personne s'est dit, il a inventé le concept. Sauf qu'en France, nous ça démocratise un truc qu'on n'a pas du tout conscience. Et au moment où je le place, bah du coup j'ai placé MrBeast. Mais sachant tout ce que je t'ai dit là, moi je suis un petit con. Et je commence ma vidéo et je dis c'est un concept américain. Mais non, on dit les termes, voilà, c'est lui qui l'a démocratisé. Et maintenant, je change d'avis. En fait, l'auteur, c'est la personne qui a pensé au Auchan, il n'y a pas d'Auchan, mais de Auchan à Richmond, USA, en 1980. Et c'est le gars qui a démocratisé, tu vois. Il y a une part des deux. Donc voilà. Et je pense que c'est vraiment... moi, mon analyse, c'est vraiment que c'est cette vidéo qui m'a fait avoir cette image-là. Et après, franchement, je mets au défi les gens de faire la liste, parce que. Et après, tu fais un peu courte. partie aussi des youtubeurs français qui font des concepts aussi un peu spectaculaires, entre guillemets. Oui, par contre, il y a ce truc-là américain qui. Et où tu es aussi avec tes potes, comme MrBeast peut être avec ses potes, qui ont chacun une typologie un peu différente. Pour être tout à fait honnête, le côté crew, c'était plutôt Dude Perfect qui me faisait dire putain, ils ont un super crew d'entertainers à l'américaine. C'est clairement la vibe américaine qui m'inspire et qui fait faire les concepts. Et MrBeast fait partie des gens. Mais c'est plein de gens, en fait. C'est plein de chaînes. Et parce que j'ai bouffé de YouTube américain depuis que YouTube existe. Donc ça fait partie de ma culture, de comment je me suis construit. Et ça me paraissait naturel d'aller vers ça. Mais ils sont trop forts en divertissement. C'est une science, quoi. C'est vraiment une science de divertissement. Et je trouvais que la surcouche culture française par-dessus un concept américain, les deux matchent bien. Parce que tu peux rajouter des messages, tu peux rajouter de la longueur, tu peux enlever le rythme effréné et tu peux faire un mix des deux que je trouve trop bien. Et aujourd'hui, les Américains, ils tendent vers ce qu'on est en train de faire nous, c'est-à-dire des gros concepts, mais beaucoup plus longs. Les vidéos de 10 minutes de MrBeast, c'est fini. Maintenant, il fait des vidéos de 30, 40, il a même fait des vidéos beaucoup plus. Donc il y a plus de longueur dedans, c'est moins... et les gens aiment mieux. Parce que YouTube prend le contre-pied des formats verticaux aussi, tu vois. Et toi, tu as eu des liens en plus qui sont croisés avec MrBeast parce que tu as notamment doublé une de ses vidéos en français. Tu as fait une vidéo sur ta chaîne pour expliquer un peu les dessous de tout ça. Parce que j'adore le doublage. Et j'adore MrBeast. Non, mais je dénigre pas, le gars, je l'adore. Bien sûr. Et surtout, tu as tourné dans une de ses vidéos qui va sortir bientôt. Sans spoil ce qui va sortir, toi, tu as pu le côtoyer à ce moment-là ou en fait, vous êtes tellement nombreux que pas du tout? Écoute, oui, quand même. J'ai pu passer un petit peu de temps. Toute proportion gardée, sachant qu'il y avait 50 influenceurs. Donc le gars, fallait qu'il soit un peu avec tout le monde. Mais oui, quand même un petit peu. On a pu discuter le lendemain du tournage de Météorite et d'Espace pendant 5 minutes 42. Pas une seconde de plus. Même pas entrepreneuriat, quoi. Il a discuté espace, quoi. Ouais, je me disais, sinon... il fallait que ce soit un sujet qui inspire ou qui inspire pas. Et je sais qu'il aime beaucoup l'espace. Donc, soit il a fait très bien semblant, soit il avait l'air d'être quand même un peu intéressé. Mais pour t'expliquer vite fait sa vie, c'est le gars, il dort dans ses studios et il fait ses tournages. Donc, par exemple, sur 40 heures de tournage, il y a différentes challenges et entre chaque challenge, il y a 3 heures où on fait rien. On est enfermé dans un cube. Et en gros, lui, il repart faire des choses entre les deux. Oui, parce que lui, il a d'autres tournages qui se passent où il y a des gens qui sont enfermés dans d'autres trucs. Machin et tout. Donc lui, il s'arrête pas, il revient, il est explosé, normal. Quand un youtubeur américain veut faire un feat avec lui, qui qu'il soit, c'est-à-dire là, c'était le plus gros youtubeur cuisine américain qui faisait un feat avec lui, MrBeast ne se déplace pas dans la ville du gars, Los Angeles, pour aller faire le feat. C'est le gars qui vient. Et l'équipe de MrBeast construit le décor à l'identique du gars, à côté de la chambre de MrBeast. Il sort, il fait le feat. C'est comme si, là, en fait, on était chez moi depuis le début et que j'avais pas le time et qu'on avait mon équipe avait refait ton décor. Ouais, là, on est à Angers, là. Et on est à Angers, en fait. C'est hilarant, tu vois. Et je trouve ça mais là, t'as atteint un niveau quand même. Ils sont 200. Fou, enfin, c'est débile. Et c'est à Greenville, au fin fond de l'Amérique. C'est-à-dire que lui, en fait, tu peux même pas croiser MrBeast dans la vraie vie, quoi. Il est dans le Truman Show, lui, en fait. Si tu travailles pas pour lui, tu le croises pas. Ouais, c'est ça. C'est clair, c'est vraiment ça.
Et je pense qu'il se voit comme le Elon Musk du divertissement. Ouais. Parce que Musk aussi, il avoue dormir dans ses usines et sacrifier son existence à ce qu'il fait. Ouais. Et ouais, c'est vraiment ce qu'il fait. Ça fait un peu peur. J'étais un peu inquiet pour lui à un moment. Ouais. Quand même. Et en même temps, mais s'il est heureux. Mais il le dit qu'il est pas heureux. Il dit que sa santé mentale, elle est pas dingo. Ah, cool. Cool. C'est bien de continuer en sachant que t'es en train de te détruire mais un en petit tout feu. cas, ça inspire quand même d'un point de vue entrepreneurial. C'est l'Amérique, quoi. Ouais. C'est l'Amérique. C'est Hollywood, mais c'est Greenville. C'est fou. Non, mais c'est fascinant. Mais surtout que le parallèle, c'est que moi, j'ai choisi Angers et j'ai voulu un peu fuir Paris par rapport au fait que c'est cher, qu'il n'y a pas assez de lumière pour moi et que c'est un peu stressant. J'ai choisi ma petite province qui a été quand même un avantage de ouf parce que l'immobilier est moins cher, que j'ai pu me développer, avoir des plus gros studios que j'aurais jamais eu sur Paris, plus d'équipes, fidéliser les gens. Ça a eu tellement d'impact sur plein de points d'un point de vue entrepreneurial. Et lui, c'est exactement la même chose. Il a fait ça donc à Greenville, là où 18 hectares, ça vaut le prix d'un mètre carré à Los Angeles. Il a fui Los Angeles, qui est là où est centralisé tout l'audiovisuel aux États-Unis, et New York aussi, pour rester dans son bled natal. Et il a créé de la valeur là-bas. Et là-bas, les gars de son crew m'ont dit on ne serait jamais arrivé là où on est sans avoir fait le choix de ne pas aller à Los Angeles. Ouais, okay. Donc c'est ouf, quoi. Moi, j'ai ces aventures entrepreneuriales-là, issues d'Internet, qui prouvent que tu n'as plus besoin d'endroits centralisés. T'as juste, là où il y a Internet, il y a de la vie. Je trouve ça incroyable. Ça, c'est fort. Moi, je me suis posé et je me pose encore la question, parce que là, nous, on est à Paris. Mais moi, tu vois, je viens de Caen. Enfin, je sais que je suis pas du tout adapté à cette ville et ça fait 5 ans que je vis dans une ville qui me rend pas heureux. Mais j'ai pas encore craqué le truc, tu vois. C'est dur de déménager, c'est ouf. Et puis après, c'est un énorme avantage d'être sur Paris. T'as accès à des gens qui, moi, je le vois, m'auraient dit non parce que ça va leur flinguer une journée de faire l'aller-retour. Là où, si t'es à Paris, bien sûr. Moi, j'ai des guests qui viennent exactement 1 heure, ils repartent, ils ont la suite de la promo. J'ai vu l'hélipad. On l'a installé exprès pour je suis arrivé en Uber, parce que quand même. Bien sûr. Mais non, c'est quand même ouf d'être sur Paris. Et des fois, je regrette, tu vois. Des fois, je me dis, je regrette rarement. Mais je veux dire, je me dis, mince, oui, ce serait incroyable d'être sur Paris. Je te disais juste avant que je cherchais quand même des studios sur Paris parce que ce serait bien d'avoir un mix des deux, mais voilà. Non, je suis content de mes choix, de mon petit Angers. Et pour terminer la boucle MrBeast, je suis trop content. J'ai bouclé la boucle. L'histoire est trop marrante. L'histoire est trop marrante parce que du coup, j'étais grave associé à lui. Et puis une petite validation un peu. Bon, c'est le coup de tampon. Il y a plus rien à dire là, tu vois. Les haters, ils disent plus rien sur Twitter. 3 Français, il y a Mixem dedans, voilà, qui est validé par MrBeast. C'est terminé. Donc voilà. Et puis en fait, lui, il est très dans le. C'est-à-dire, encore une fois, je ne le fais pas ou je l'ai fait sur les doigts d'une main, voilà. Mais lui, il est en mode, mais prenez mes concepts, je vous en supplie. Okay. Il partage tout son savoir. Tu vois, il vient de créer un truc qui s'appelle Viewstat. C'est un truc avec tous ses secrets de YouTube, de comment brain l'algorithme. Ok. Donc c'est un outil qui est payant. Il est pas bête, c'est un Américain quand même. C'est un Américain. Et il y a des trucs de maboule dessus, genre je l'ai pris, j'ai dit, je vous en supplie, prenez mon argent. Et il y a plein de hacks, des vrais conseils, des vrais conseils. C'est pas une formation, hein, c'est vraiment un outil qui analyse. Je rentre pas dans les détails, mais qui te permet par exemple de voir les meilleures miniatures sur un sujet, ce genre de truc. Okay. Et ça, c'était un vrai avantage concurrentiel qu'il aurait pu se garder. Donc il est vraiment dans la logique de non, on s'entraide tous et tout. C'est une synergie, une symbiose et il y a pas de voilà. Donc fort. Voilà. Donc de toute façon, s'il avait été vexé par mon comportement, je pense qu'il m'aurait pas invité forcément. On est bien d'accord. Échec. Allez, on y va un moment. J'adore les échecs. C'est super jeu, ouais. Je sais pas jouer aux échecs. Je suis Hello 1200, c'est pas dingue. Quel a été ton plus grand échec personnel ou professionnel? Moi, ça me passionne les échecs. C'est vrai? Ouais. Je fuis les échecs comme Jaja. Je veux pas qu'il y ait d'échecs dans ma vie et c'est dangereux. Je me dis des fois que j'ai pas eu assez d'échecs. Vraiment des trucs cuisants. Mais moi, j'ai l'impression que plus moi j'essaie d'être face à l'échec, plus je vais face à l'échec. Parce que je fuis un truc et je fais pas ce que je devrais faire vraiment. Alors, je fais un parallèle ULM. Ouais. Quand tu atterris, c'est fou parce que quand je dis ça, c'est vraiment connard. Mais bon, c'est pas grave. quand tu atterris sur une piste, un champ, en ULM, c'est pas un aéroport, c'est pas dégagé. Okay. Donc c'est un champ. Donc il y a un arbre là, tu vois. Ouais. Et le moniteur de paramoteur, donc il te dit, si tu regardes l'arbre, tu vas aller dans l'arbre. Ok. Sauf que toi, tu vois un énorme truc, t'as pas envie d'aller où? Dans l'arbre, tu regardes quoi? Qu'est-ce que tu veux éviter? L'arbre. Si tu le regardes, tu y vas.
Ah, c'est vraiment à chaque fois. Mais c'est un truc de malade. Donc tu te forces à regarder là où tu veux aller, là, et effectivement tu finis par y aller. Je trouve que c'est une belle métaphore de la vie, ça. C'est pour ça que je trouvais ça pas mal. Mais Non, c'est vrai que ça me fait passer pour un con. Mais je me la raboule un peu. Mais c'est pas grave. Tu l'aurais dit au football pour marquer un but, mais bon, voilà. Faut toujours qu'il ramène le fait que c'est un pilote, le gars. Parce que t'en as forcément eu des échecs, même en essayant de les éviter. Ouais, il y en a un qui me marque quand même, parce qu'il est un peu marrante, mais il y a eu un moment de ma vie sorti du lycée où je pense que mon seul projet de vie, c'était de rendre mes parents fiers. Je pense qu'il y a eu ça. Et donc, mes parents, ils sont dans le commerce, ils ont un magasin de cuisine, tout ça, et donc je fais une école de commerce. Enfin, je postule pour une école de commerce. Donc, je fais les concours post-bac pour une école de commerce, et je reçois quelques mois après le mail pour savoir si je suis accepté à l'oral ou pas. Tu vois, j'ai fait les écrits, et je sais que c'est le truc, vraiment, mes parents auraient été trop contents. Et je reçois les mails, et je suis chez moi, en haut, tout seul, devant mon écran, et il y a marqué: vous êtes admissible à l'oral, vous êtes admissible à l'oral, vous êtes admissible à l'oral. Il y a 3 lignes pour dire que je suis admissible à toutes les écoles auxquelles j'ai postulé. Okay. Je descends, il n'y avait pas mon papa, il y avait ma maman. Je lui dis, je suis admissible à machin et tout. C'est le moment. Et effectivement, la joie de ma mère est palpable. Ouais. Bon, elle est trop contente, quoi. Son fils s'est élevé socialement. Elle a pris l'ascenseur, c'est génial. Mon Dieu. Et on célèbre pendant un bon quart d'heure, quoi. Okay. Et on remonte pour que je lui montre le mail. En fait, j'avais tellement envie de lire ce que je voulais lire mais il y avait marqué: vous n'êtes pas admissible à l'oral, vous n'êtes pas admissible à l'oral. Ah, donc, plusieurs fois en plus. C'était que de la négation à plusieurs reprises. Vraiment écrit très gros. Voilà, aucun moyen de. Ouais, et là, c'est ouf. Alors, je sais ce que ça a fait à ma mère, du coup, si jamais j'avais été pris. Ouais. Je le sais. Et je l'ai vu se décomposer quand même. T'as vu quoi, la faudrait que j'en parle avec elle, ça fait longtemps. Ah, toi, ça devait être horrible. Tu sais, je viens de leur faire. Heureusement que j'aurais pas fait ça avec mon père. Okay. Genre, parce que je pense qu'il n'aurait pas caché. Ma maman, t'es mon fils pour la vie. Ouais, mais mon père aussi. Mais pendant une microseconde, il aurait peut-être fait oh le con. Et est-ce qu'après coup, c'était pas plus mal finalement que ce soit pas accepté? C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Non, voilà. Mais ça, j'ai vraiment ressenti comme un échec parce que j'étais à peu près sûr d'avoir bien géré les écrits quand même. Ouais. Et finalement, c'est pas grand-chose, c'est pas très important. Mais j'ai compris que je l'avais fait plus pour mes parents que pour moi, quoi. Ok. Est-ce que sur YouTube, j'ai l'impression que YouTube, notamment tout le back-office qu'on a, les chiffres qu'on nous donne, etc., l'interprétation, tout est tourné autour de l'échec. C'est-à-dire que c'est constamment « Ah, ça performe pas ouf. Ah, ça... » En fait, j'ai l'impression qu'on est face à l'échec constamment. Bon, peut-être pas toi. Moi, en tout cas, mon back-office, c'est comme ça. Mon back-office, les flèches sont rouges. Mais est-ce que toi, sur YouTube, t'as une sensation encore de te dire « Ah, là, il y a plein de réussites » ou t'as un peu l'impression que genre ça stagne ou qu'il y a un truc d'échec qui est mis grave en avant? Non, oui, je suis d'accord. Bah, là, on parle clairement de la fameuse application qui terrorise tous les créateurs de contenu qui s'appelle Creator Studio, je pense, qui dit par exemple quand tu publies une vidéo et qu'elle a moins performé que tes 10 dernières, donc il y a un classement des 10 dernières vidéos qui s'affiche en première page, ça l'apprend pas pour les gens, et quand tu publies une vidéo qui marche pas, il y a marqué 10 sur 10, cette vidéo ne performe pas autant que d'habitude, et les petites phrases un peu bien tournées pour dire t'es pas une merde, mais t'es quand même une merde. Absolument. Et tu ressens bien cette... Ça, c'est terrible. Ça, c'est vraiment terrible. J'ai compris que sur ma chaîne, en tout cas, c'est par cycle. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux... La surenchère d'avoir toujours une vidéo classée 1 sur 1 sur 1, c'est l'enfer aussi. Parce qu'à un bon moment, ça va pas marcher. Ou alors sinon, tu finis par être MrBeast, quoi. Ouais. Donc, il y a toujours un plafond de verre qui est atteint. Et ensuite... Donc, j'ai des vidéos qui sont 1 sur 10, 2 sur 10. Et puis, d'un coup, bam, ça repart sur un cycle où elles sont toutes mal classées. Et ce cycle-là, il était un peu imperceptible à une époque et j'ai senti qu'il était un peu corrélé à mon bonheur ou ma santé mentale dans une petite mesure. Okay. Et là, je me suis dit, oh là, on arrête tout de suite. Donc, on s'en fiche. Ah oui, tu sentais que ça jouait carrément sur ton bonheur. Je passais un meilleur week-end, clairement, s'il y avait marqué 1 sur 10 tout le week-end que s'il y avait marqué 10 sur 10. Donc, clairement, quoi. Donc, j'ai essayé de m'en affranchir et j'ai un peu réussi. Ouais. Un peu. C'est beaucoup mieux. Ouais. C'est marrant, on la verra avec la carte émotion, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui nous différencie beaucoup. En tout cas, c'est l'image que j'ai de toi de l'extérieur. C'est que j'ai l'impression que toi, tu prends beaucoup de décisions très rationnelles. Là où moi, ma vie est guidée entièrement par l'émotionnel. Chacun a ses avantages et inconvénients, je pense. Oui. Mais moi, ça me foudroie, quoi. Tu vois, j'ai l'impression qu'une vidéo, j'ai mis toute mon âme dedans et que, genre, si elle performe pas, c'est que les gens disent on ne veut plus te voir. Alors on a détesté ce que tu fais. Tu te bats contre l'algorithme. Absolument. Oui. Ouais. Et lui, il n'a pas d'émotion. Il sent pas les couilles. C'est vrai. Sincèrement, si l'algorithme me déglingue,
Il fait que ma vidéo n'a genre 3 fois moins de vues que d'habitude, mais que les commentaires sont fous, ça me rend beaucoup plus heureux qu'une vidéo où les gens vont dire oh bof et qui va péter de fou, tu vois. Non, je sais que la performance n'a rien à voir avec ce que les gens aiment ou aiment pas. Ça, j'en suis sûr pour n'importe quel créateur, vraiment. Et donc il reste quoi ? Il reste les commentaires, donc les commentaires sous la vidéo, puis ce qu'il y a sur les autres réseaux, qui est quand même révélateur de la tonalité et tout, et de si les gens aiment bien ou pas. Mais je pense qu'un gros succès pour moi, ce qui me rend vraiment heureux quand une vidéo sort, c'est que moi aussi c'est mon âme et c'est mon bébé. Et quand ça déborde de YouTube, c'est-à-dire qu'il y a les commentaires qui sont cool, mais en plus il y a les gens qui en parlent bien sur Twitter, qui plus est qu'elle est relayée même par des collègues ou des gens qui font ce métier-là, qui savent à quel point c'est difficile et tout, et qui la highlight un peu, ça c'est vraiment adoubé par les collègues, ça fait quand même plaisir, je trouve. Ok. Allez hop, échec, ça dégage. Ça, c'est bon. Il n'y a pas de carte réussite, hein, tu verras. Ouais, nous, on est dans le Tu vas guetter pour les autres invités, non? Non, jamais. Okay. Jamais écrite. Allez, ça part sur argent. Quelle relation as-tu à l'argent? Quelle belle question. C'est pas tant l'argent le problème, c'est le temps. Mais bon, comme tu sais. Le temps, c'est de l'argent. Voilà. Et je pense que je suis un giga gros capitaliste du temps. Ok. Mais à des fins personnelles, pas à des fins de gouverner le monde. Mais j'ai envie d'être richissime de temps. Voilà. J'aspire à être un multimillionnaire de temps. Tu vois ce que je veux dire? J'aspire à être le maître de... Enfin, genre vraiment, tu vois. C'est un peu malsain. Est-ce que les maîtres du temps, c'est pas ceux qui ont le plus d'argent? Bah, je crois pas. Hein. Moi, tous les gens que je connais qui ont de l'argent, ils ont pas de temps du tout. N'empêche que le seul moyen que j'ai trouvé pour m'acheter du temps, c'est d'avoir de l'argent. Au bout d'un moment. Comme les deux sont très liés, il y a ce côté un peu malsain où j'aspire à avoir beaucoup de temps pour pouvoir passer du temps avec mes enfants, top prio, enfin ma famille, comme je te l'ai dit, je suis très famille, et pouvoir avoir plusieurs vies. Ce que je disais aussi, c'est-à-dire pouvoir... je pense que je suis tellement curieux que j'ai très très envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs, d'aller rencontrer d'autres gens, d'aller rencontrer d'autres cultures. Très très peur de me fermer, très très peur de construire des œillères sans le voir, très très peur de tout ça. Et le temps est le seul... Lire un livre, ça prend du temps. Et c'est s'ouvrir l'esprit. Pourtant, voyager, ça prend du temps, mais c'est s'ouvrir l'esprit. Tout demande du temps. Et pour l'instant, le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de gagner de l'argent. Pourquoi ? Parce que très pragmatiquement parlant, comment j'ai gagné du temps récemment dans ma vie? En déléguant, donc en employant des gens. Et est-ce que tu as une peur de l'argent? Moi, je sais que par exemple, j'ai une peur qui est souvent d'ailleurs très irrationnelle de l'argent. J'allais dire, je sais pas pourquoi, mais si, parce qu'il y a une période où j'ai manqué beaucoup d'argent, donc c'était le débat, tu vois, tout était un truc de survie. Et j'ai l'impression que c'est des trucs un peu indélébiles, c'est que tu gardes après, il y a un instinct de survie que tu gardes tout le temps. Est-ce que toi, t'es stressé par l'argent, ou est-ce que tu te dis non, mais en fait là, tout roule bien, tu vois, les choses de manière très pragmatique? Bah oui, je suis complètement d'accord avec toi. Mais en fait, en gros, moi j'ai une enfance super et tout. C'est une classe moyenne. En mode galère, en mode... enfin, je suis en mode galère, jamais rien manqué, mais c'est horrible de dire ça, galère pas du tout, mais sur le fil, mais ça passe tout le temps. Voilà, on va dire ça comme ça. Et mes parents ont une belle aventure entrepreneuriale, ça s'est très bien passé. En 2006, ils commençaient à très bien gagner leur vie. Et, enfin, très bien gagner leur vie, donc, voilà. Et crise économique et plus rien. Et moi, je suis ado à ce moment-là, et donc hypothèque de la maison, tout le bordel, machin. À ce moment-là, on venait, un peu un chouille plus tard, parce que la galère a duré plusieurs années. Tu sens qu'il y a un changement de vie, tu sens que les robinets sont plus ouverts du tout, c'est fin de la fête, et la fête est finie plutôt. Et c'était le moment où j'avais souscrit un prêt étudiant, alors que mes parents étaient largement en capacité de m'aider quelques années avant. Et puis ce prêt étudiant, finalement, impossible à rembourser. Donc je commence dans la vie avec moins 25 000 sur un compte et moins 2 000 sur l'autre. Et je dois à ma meuf genre 4 ou 5 000 euros. Bienvenue dans la vie d'adulte. Let's go. Ça va être ça. Et pour le coup, j'avais dit à mes parents, par contre, no stress, je m'en occupe, quoi. Genre, je vous attends pas. Et vous m'avez offert l'équilibre émotionnel et une santé mentale propre. Je demande pas plus, tu vois. Bon, je me disais, à l'époque, je réfléchissais pas autant, mais je suis très très chanceux de ce qu'ils m'ont laissé. Et voilà, bref. Et ensuite, du coup, la fin des études était très galère niveau argent, mais j'ai voulu pas sacrifier toutes les opportunités qui m'étaient offertes dans mes études. Donc, il y avait 6 mois à Londres, comme il y a dans plein d'écoles. Et donc, du coup, j'ai été là-bas, mais sans une thune. Et j'ai pas mouru de faim, mais j'allais à un truc qui s'appelle Pound, je sais plus quoi. Un truc genre Picard, Thiriet, mais version low cost. Et il y avait une pizza à 1 pound. Et je mangeais une pizza à 1 pound par jour. Ça nourrit de fou. Hein. C'est génial. C'est pas mal. C'est vraiment génial. Mais c'est vrai que
du coup, ça a construit un truc de une fois que ça allait mieux, flemme de revenir en arrière, quoi. Ouais. T'as envie de sécure un palier minimum, quoi. Tu vois. En fait, je sais pas si t'as eu ça. Moi, j'ai trouvé que c'était mi-rassurant parce que je me suis dit, je suis en capacité de vivre avec pas grand-chose. Mi-angoissant de, est-ce que j'ai envie de revivre avec pas grand-chose? Exactement. Mais en vrai, je pense qu'on serait capable. Mais s'il fallait revenir... mais vraiment, toutes les premières années, je mis de YouTube où j'étais en mode, c'est incohérent ce truc. Personne connaît ce métier. Je suis en train de créer un truc. T'es débile. Au bout d'un moment, ils vont avoir raison, les autres, de dire que t'es bête. T'aurais pas dû faire ça. Et donc, je me disais... Très régulièrement, je m'imaginais retourner à ma vie d'avant, donc c'est-à-dire travailler dans un parc d'attractions à côté d'Angers l'été, nettoyer les terrasses, servir des pains au chocolat surgelés le matin aux clients, et puis et voilà, et prendre mes 1003 par mois et puis voir comment on fait, quoi. Tu vois, je m'imaginais vraiment me dire mentalement, il faut que tu sois prêt à retourner à ça quand même. Ok. Tu vois. Chose que tu n'as plus du tout aujourd'hui. Tu vois plus une fin de YouTube non, je dirais pas que ça me le fait plus aujourd'hui, mais c'est irrationnel quand même. Enfin, voilà, le connard. Mais c'est juste que non, là, au bout d'un moment, faut. Ce qui me rassure le plus, c'est pas l'argent, c'est le truc de. En fait, ça fait tellement longtemps que je fais ce métier-là que j'ose espérer que. Enfin, c'est très récent, mais c'est les gens qui me disent dans la rue parfois, j'ai grandi avec toi, ce genre de trucs. C'est des trucs que tu peux plus retirer aux gens. T'as pas juste été là pendant 2 ans à passer à la télé ou avoir un spectacle qui marche bien ou faire une vidéo qui marche bien. L'ancienneté crée un truc que j'ai l'impression, moi, me rassure, parce que les gens se rappellent de toi, et donc je pense qu'il y aura toujours moyen de faire de cette expérience un taf qui me plaira plus que de nettoyer les terrasses. Mais je m'ennuyais pas tant à nettoyer les terrasses, c'est pas un mauvais souvenir. Voilà, c'est pas du tout le pire taf que j'ai fait. Je suis en train de construire depuis 2-3 ans, brique après brique, le nouveau modèle. Et le nouveau modèle veut ne pas dépendre. Je dirais que là, c'est pas l'argent le problème, c'est d'où il vient, tu vois. C'est que, je sais pas, par exemple, si t'es streamer, il vient de tes abonnés. Et moi, j'étais streamer, j'ai commencé par être streamer. Et en fait, t'as genre 5% de la communauté qui paye des dons, et 95% qui payent pas. Très bien. Sauf que t'as 100% de la communauté qui a l'impression de payer dans sa tête, et que du coup, le contenu que tu produis leur appartient. Et moi, en tout cas, c'était le cas à l'époque. Je vais pas parler pour les communautés d'aujourd'hui, parce que ça a peut-être changé. Mais quand je parle avec des streamers, j'ai pas l'impression. C'est que appartenir à son audience, j'aime pas trop. À ce point-là. Tu vois. Et donc, c'est pour ça que les marques, ça vient d'ailleurs. Les gens, ils consomment du contenu parfaitement gratuitement. En échange de publicité, parce que voilà, on n'a pas encore trouvé d'autres modèles. Mais du coup, je préfère ça. Je préfère dépendre des marques. Et quand tu dis que tu construis brique par brique, c'est quoi? C'est ce que tu as déjà commencé à faire, donc créer d'autres marques annexes, te diversifier, etc. Diversifier, investir pour créer des sources de revenus passives qui remplacent dans l'idée peu à peu les OP. Mais c'est très long. C'est infiniment. Donc demain, un YouTube sans OP. C'est utopique. Mais complètement. Mais j'adorerais. Ce serait dingue. Bah oui. Tu vois, je prends tout le cash que j'ai pris, je l'ai mis à un endroit, ça génère du flow. Alors là, ça serait fou. Et du coup, t'as plus du tout de contraintes. Oh putain, vous avez plus de boulot par contre. Je suis désolé, parce qu'il y a Lola et Nolwenn qui sont à côté là, et j'avais oublié. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, j'aurai encore besoin de vous. La perception, il y a tellement de choses qui peuvent se cacher derrière cette carte. C'est vrai. Qu'est-ce qui est systématiquement mal compris chez toi? Par moi ou les autres vis-à-vis de moi? Les autres. Le fait que j'ai pas tant fait de vidéos inspirées de MrBeast. Non mais c'est vrai que ça en fait partie. Parce que j'ai l'impression que c'est devenu un running gag qui finalement en fait n'a pas tant lieu d'être. C'est pour ça que je suis content d'avoir fait des trucs avec MrBeast comme ça, c'est terminé. Mais t'as l'impression que les gens ils te voient d'une certaine manière et tu te dis mais c'est fou à quel point ce truc-là n'est pas moi du tout. J'ai quand même du mal à savoir ce que c'est l'image. Alors, l'image que les gens ont de moi et qui sont dans ma communauté. Elle est forcément biaisée, c'est des gens qui aiment bien. Mais le monsieur tout le monde de Twitter, j'ai pas l'impression qu'il pense énormément bien de moi. donc pas du bien de la plupart des gens. Oui, c'est vrai, ça reste X. Quand il y a des critiques, il y a toujours quand même un fondement où je me dis, j'essaie de me remettre en question un maximum, mais quand je vois un truc, je me dis, ah non, mais il doit y avoir une part de vrai. À part cet exemple de il a plagié l'Amérique, où je me dis, ah non, fais chier, je m'emmerde à créer des concepts originaux
qui représente 80%, 90% de ma chaîne. Donc forcément, ça heurte quand tu t'embêtes à créer des trucs qui n'ont jamais été vus ailleurs et qui sont l'écrasante majorité de mes vues et tout. Ouais. Et que pour 2 concepts issus des États-Unis, tu te fasses résumer à ça. Mais je pense qu'il y a une culture quand même un peu d'abattre les idoles en France, tu vois, ou de trouver une faille, quoi. Trouver une faille et du coup évidemment que c'est celle-là, quoi. Bah en plus, comme toi, tu donnes pas énormément de ta vie privée ou de choses à côté. Il n'y a pas énormément d'autres accroches et d'attaches pour les gens. Bah après, je suis hyper raciste. Du coup, ils auraient pu m'attaquer sur ça. C'est vrai, c'est bizarre. Mais je comprends pas. Tous ces posts Facebook c'est mal qui traînent. compris, en fait. Non, mais je pense que c'est le seul truc, parce qu'après après les autres attaques, je pense que j'imagine ça va être sur le côté homme sandwich, parce qu'effectivement la récurrence du nombre de sponsors sur chaque vidéo est une des plus élevées du YouTube game, on va pas se mentir. Donc voilà, je pense que les gens qui consomment pas le contenu et dès que tu commences à t'intéresser à YouTube, tu vois bien que les vidéos sont parmi celles qui coûtent le plus cher du YouTube jeu FR, et donc ça marche pas sans. Si demain je continue à faire le même nombre de sponsors en faisant de la React, je comprends que ça commence à gueuler, mais je pense avoir quand même un peu prouvé que j'investis beaucoup dans ma chaîne et que du coup c'est nécessaire. Après j'adore l'argent. Mais j'ai l'impression que les gens sont de plus en plus éduqués aussi à ça. Oui, ils se rendent compte qu'il y a de l'argent dans la vidéo, donc il faut... Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc non, là, à l'heure actuelle où on se parle, ça va. J'ai pas l'impression qu'il y ait une incompréhension totale sur ce que je fais. Et puis même, il y a des gens qui m'aiment pas. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand on fait ce genre d'interview-là, dans les commentaires, souvent, il y a « J'aime pas du tout ce gars, mais quand il est en interview, j'accepte à peu près. » Peut-être que ce qui est systématiquement mal compris, c'est ce truc de... ce que je fais sur ma chaîne, c'est voulu. C'est un moment heureux de faire ça. Et c'est réfléchi. C'est pas... Voilà. Mais je suis une autre personne, quoi. Qui... Voilà, je sais pas pourquoi je prends l'analogie d'Henri Dess, mais Henri Dess... Je l'ai pas vu arriver. J'avoue que là... Génial, Henri Dess. J'ai été le voir avec ma fille. C'est fou. Il avait le Covid. Bref. Mais il a performé, attention. Vraiment, il occupe la scène comme Jaja. Henri Dess, c'est un monsieur très intelligent et réfléchi, et personne ne vient lui dire mais tu fais des chansons pour les débiles. Ah non, parce que c'est un chanteur pour enfants. Et l'analogie, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est réfléchi que je fasse par exemple des accroches un peu plus légères. Ce qui pêche, pour répondre à la question, c'est que quand tu vas sur ma chaîne, sur la miniature de toutes mes miniatures, et que tu consommes pas le contenu, juste les accroches, tu te dis peut-être c'est un peu léger, ou c'est un peu trop divertissement, un peu léger, quoi. Et puis en fait, moi j'essaie de mettre au maximum des doubles lectures dans mes vidéos. Ce qui me fait fantasmer le plus, c'est d'être une sorte de Pixar, c'est-à-dire t'emmènes ton gosse et en fait t'as des blagues pour les adultes et puis t'as des vannes pour les enfants. Sans me comparer à Pixar, j'en suis très très loin. Mais par exemple les vidéos Lego avec Thomas, l'accroche, c'est 2 gars qui construisent de Lego Poudlard pendant 40 heures, je sais pas. Et sauf qu'en fait, c'est un podcast ciné qui est caché dedans. La vidéo Groenland, c'est 100 heures dans une cabane en Arctique, mais en fait, c'est 58 minutes sur l'écologie, entrecoupées d'anecdotes avec des glaciologues, machin. Mais c'est une vidéo divertissement parce qu'on regarde un glacier fondre et tomber dans la flotte, et c'est la création des icebergs. Moi, j'essaye d'être une porte ouverte la plus large possible, et de temps en temps, en fait, après, les gens se font piéger sainement vers autre chose. Il n'y a pas des fois où tu t'es dit je suis trop enfermé dans mes formats et il y a une autre partie de moi que j'ai envie de dévoiler, mais je peux pas, quoi, je suis bloqué. Si, mais ça va venir, j'ai le temps, quoi. En fait, tant que je prends du plaisir à faire ce que je fais maintenant, il n'y a pas d'urgence. Mais si, je me le dis pour dans 3, 5, 10 ans avoir... Mais je prépare toujours l'arc d'après, au cas où la lassitude vient d'un coup, quoi, tu vois. En fait, c'est-à-dire que là, je suis en train de préparer des choses où des fois, mes équipes me disent, comme la tête qu'elles ont fait tout à l'heure, quand j'ai dit que j'allais arrêter les OP, mais que je prépare des choses en amont, et puis mes équipes elles me disent mais tu vas tout arrêter en fait là. Je dis non, en fait ça n'a rien à voir, c'est juste que je préfère mentalement prévoir le prochain arc, d'anticiper au des cas où futurs ça vient, mais là hypothétiques. tout va bien, tu vois. Mais c'est rassurant en fait quand même de se dire sinon t'attends quoi? T'attends le burn-out ou t'attends la rupture? De toute façon, vraiment un des trucs qui me fait le plus peur, c'est les grosses ruptures de vie, les gros trucs genre vas-y, on tourne à 90 degrés demain, ou quelqu'un qui s'en va, qui claque une porte sans avoir rien vu venir, t'as l'impression qu'il allait très bien, d'un coup il va pas bien, et que ce soit d'un point de vue pro ou perso, ça me fait peur.
Ouais. Donc je préfère que tout soit fluide et construit et anticipé et que t'aies pas lâché la liane, la métaphore, je suis pas sûr mais j'y vais, avant d'avoir lâché, t'as compris hein. Ouais, je capte. Voilà. Ce qui n'empêche pas que dans la vie, malheureusement, des fois, on rate une branche. Et... Je suis complètement d'accord avec toi, mais j'ai beaucoup de mal avec le lâcher prise. Ouais, très dans le Un truc contrôle. de malade, un truc de malade. Ah ouais, de ouf. Mais bah là, la vidéo avec MrBeast, je savais rien du concept. Ah, t'as très mal dormi la veille, quoi. Ouh là là. Ah ouais, non, j'ai du mal à me dire, alors Maxime, demain, de 8h à 8h du jour d'après, tu sais pas ce qui va t'arriver. Ok, oui, t'as besoin que tout soit cadré dans la C'est semaine, horrible. que tu saches exactement, que tu contrôles le truc à chaque fois, quoi. Moi, j'ai quand même du mal à pas savoir ce que je vais faire, quoi. Peut-être c'est beaucoup d'imagination sur ce qui va être horrible. Je sais pas. Oui, tu imagines tous les scénarios catastrophes Ouais, c'est ça. possibles. Ah, mais complètement. Et dès qu'il se passe un truc, n'importe quoi, j'ai besoin de savoir c'est quoi le pire des scénarios. Je me l'imagine dans la tête. Le pire des scénarios. Si je vais faire cette interview, qu'est-ce qui peut se passer de pire? Ah, c'est vrai, tu imagines tous ces trucs-là. Tu me fais dire des choses, là, alors que tu m'as même pas lancé. Je me suis mis dedans tout seul. Mais, Non, mais c'est vrai, mais j'ai ce truc de beaucoup de mal à lâcher prise. Toujours vouloir être dans le contrôle. C'est pas ouf. Ouais. D'où le fait que la carte émotion est en face de toi et toujours pas retournée. Mais complètement. Allez, vas-y. Voilà, bon. Quelle situation t'as mis le plus en colère? On parlait de la colère en plus tout à l'heure. Tu sais que c'était l'émotion qui servait le plus à rien. Ouais, j'ai un truc qui me vient en tête direct, mais je peux pas t'en parler. C'est vraiment très perso, mais. Tu te mets en colère souvent? J'ai l'impression que tu te mets jamais en colère. C'est de la colère interne. Non, c'est pas. Moi, ça sort jamais. Je vais jamais hurler, jamais taper dans un mur, jamais. Ma femme m'aide beaucoup. Je pense que j'aurais pu prendre cette voie-là, mais comme ça fait 10 ans que je la connais, elle m'apaise. Mais je pense que j'ai un truc qui me rend fou sur le boulot que j'apprends sur un écran de Mac par mail. Très envie de balancer le Mac quand même à travers 12 vitres. Ça me traverse l'esprit. Ouais. Mais de moins en moins avec l'âge. Et mon père est un peu comme ça, quoi. Côté un peu sanguin, voilà. Et les gens qui pètent des trucs quand ils sont énervés, en général, je les juge pas. J'aurais pu faire partie de cette team-là. Moi, j'étais très comme ça. Pareil, c'est ma meuf qui me calme aussi vachement là-dessus, qui m'apaise et tout. Et parce qu'en fait, tu vois aussi ce que ça crée chez les autres. Et tu dis, j'ai pas envie d'être une personne toxique pour mon entourage. Exactement. En plus, quand t'as un bébé, tu dis, j'ai surtout pas envie que mon bébé voit ce truc-là, que par mimétisme, il se remette à péter des trucs et que je dise qu'est-ce que j'ai fait. Mais ouais, moi, j'ai tendance à. Mais c'est vrai qu'avec le temps, ça va mieux. Mais à prendre dans l'émotionnel direct, quoi, à prendre personnellement les trucs et à devoir extérioriser beaucoup directement, quoi. Ah ouais, carrément. Non, mais il y a des situations qui m'ont mis en colère, c'est sûr, mais ce qui me met en colère, pour résumer sans te dire des trucs que je peux pas te dire, mais c'est que, comme je te disais, je suis beaucoup dans l'anticipation et avant de sauter de la falaise, essaye de voir s'il y a pas un truc pour te récupérer avant, quoi. Et puis, peut-être que je suis un peu trop exigeant envers les autres, ou j'attends qu'ils fassent un minimum ça quand même. Okay. Quand ça touche mon entourage. Et du coup, j'essaie de dire, une fois, 2 fois, 3 fois, c'est bon, t'as mis un baudrier, quoi. Et quand, du coup, ça se produit et qu'il y a 0 baudrier, baudrier, t'es en mode, c'est chiant, là. Parce qu'on en a parlé, quoi, plusieurs fois, et ça fait du mal, et bon. Ça je pense que ça m'énerve un peu, quoi. Ça m'énerve un peu parce que, du coup, je me dis... je sais pas comment dire, j'ai un peu ce syndrome de l'imposteur en mode, et du coup je me dis, si moi je le fais, toi tu peux le faire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup c'est un peu être trop exigeant, peut-être. Ouais, c'est ça, t'es aussi exigeant avec les autres qu'avec toi-même? Exigeant dans le sens non, parce que je sais pas, dans ça j'entends je pense à des gens, je sais pas, des James Cameron, des gens comme ça, tu sais, des espèces de dictateurs de l'exigence, tu vois. Je suis pas du tout ça, quoi. Tout simplement parce que les gens qui m'entourent, ils sont plus compétents que moi, donc être plus exigeant qu'un gars plus compétent que toi, je pense au monteur, par exemple. Moi, par exemple, j'ai longtemps attendu que les gens fonctionnent comme moi je fonctionne. Oui, je me disais, mais c'est complètement con de faire ce truc-là alors que moi je l'aurais fait comme ça, etc. Et ça, c'est un truc où j'apprends en vieillissant, je travaille sur moi et je me rends compte aussi que des fois ma manière de faire n'est pas forcément la seule manière de faire ou la vérité. Et donc ça, c'est un truc sur lequel je travaille, mais c'est un truc qui me mettait beaucoup en colère aussi à un moment. Parce que je me disais, mais pourquoi tu fais ce truc-là comme ça? Et tu parlais de déléguer en plus tout à l'heure. C'est un gros obstacle à la délégation, ce que tu viens de dire. Déléguer, t'es obligé de te dire, ce n'est pas mon cerveau, en fait, dans la tête de l'autre personne. Exactement. Complètement d'accord. J'ai vécu la même chose et ça rend un peu fou des fois. Il y a des tournages sur lesquels je suis arrivé où il y avait des choix faits par la prod. C'était il y a longtemps, maintenant c'est des tueurs, mais c'était il y a un peu plus longtemps, où ça commençait, l'équipe
continuer à se construire. Et je me souviens d'une vidéo où j'avais besoin de quelque chose de très visuel. Bah, c'était la vidéo, en plus c'était la vidéo MrBeast. C'est la vidéo le plagiat MrBeast. Donc t'as la Clio et les gens et il pleut ce jour-là. Et la prod avait monté, c'est nul en plus, elle avait monté 2 Barnum, mais rouillés, les vieux Barnum de fin de mariage, au-dessus de la Clio, mais la Clio faisait la taille du Barnum. Et visuellement, c'était apocalyptique, vaut mieux faire sous la pluie. Ça faisait trop cheap de ouf, tu vois. Et je sais pas pourquoi c'est cette situation-là qui me revient. Ça ferait rire la prod. Si la prod écoute ce podcast, ils vont rire. Mais je me rappelle dire, mais ça va pas du tout là. C'est vraiment laid là ce que vous avez fait. Ça va vraiment pas. Et voilà, effectivement, il y a ce truc, je te rejoins complètement mais ma logique, elle est basique. Pourquoi tout le monde ne l'a pas? C'est débile de penser ça. Et évidemment, c'est un truc où tu l'as avec l'âge. Et qu'il y a une acceptation de la différence aussi, même dans le perso, tu vois, des fois de se dire... moi, ma meuf, par exemple, il y a des trucs qui pourraient potentiellement m'énerver chez elle, où je me dis, ah putain, ça, pourquoi elle le fait pas comme moi, nanana. Et en fait, ce truc-là, d'accepter et que ça ne m'énerve plus, que ça ne m'atteigne plus, c'est aussi parce que je me focalise sur ce qu'elle fait de ouf que moi, je suis incapable de faire. Totalement. Et je trouve que plus t'alimentes ça, plus on apprend à vivre mieux ensemble aussi. Moi, je sais qu'un des plus gros liants dans mon couple, c'est le fait que j'admire ce qu'elle fait, que je suis incapable de faire ce qu'elle a fait. Elle a fait des études de médecine, machin. Incapable. Et j'ai tout vécu, parce qu'on est ensemble depuis le lycée. Donc je sais exactement le parcours. Et que je crois que c'est réciproque. Donc du coup, sûrement pas. Mais c'était juste de la modestie. Mais non, on se le dit, on s'admire l'un et l'autre. Et en fait, du coup, effectivement, c'est énorme, en fait. Si tu admires pas... ta moitié, je suis pas sûr que ça puisse aussi bien marcher, quoi. Et ça fait que tu pardonnes plein de choses. Mais c'est vrai que c'est dingue. Et par exemple, tu vois à quel point c'est exigeant les études de médecine, à quel point quel cerveau faut avoir pour faire du bourrage de crâne pendant 6 ans, parce que c'est un peu ça. Et en même temps, c'est du bourrage de crâne plus un très fort niveau d'interprétation et d'intuition, et pas juste du bourrage de crâne. Donc c'est tout ça. Donc pour moi, c'est QI. Genre moi, je suis là. À l'époque où elle faisait ses études de médecine, moi j'étais en caleçon en train de faire des streams. Donc le contraste était... Voilà. Pas le même type de cerveau. Voilà, et je lui devais toujours 4 000 €. Et du coup, très basiquement, maintenant ça me le fait moins, mais au début, je me disais, mais attends, t'es là. Et un truc basique, genre en culture générale, parce qu'en fait elle a dédié toute son énergie vers un truc qui est médical, qui est scientifique, et forcément son cerveau est occupé à ça à 100%. Et du coup elle avait entre guillemets un peu moins de culture G que moi. Et je disais non mais ça t'es obligé de savoir, c'est pas possible, tu peux pas être là sur ça et là sur ça, mais si. Et du coup, ça me fait dériver sur un sujet que j'adore, mais c'est les formes d'intelligence, tu vois. Bien sûr. C'est absolument passionnant. Moi, ça a été très dur parce que mon père, il est très, très cultivé. Genre, tu sais, c'est vraiment le cliché de mon enfance était dans le canapé devant Qui veut gagner des millions. Mon père a gagné le million une centaine de fois. Voilà. Et moi, je regardais ça, je me disais, waouh, c'est fou et tout. Et encore aujourd'hui, je sais que j'ai pas une très grande culture générale, tu vois. Mais parce que je me rends compte aussi que dans toutes les années, j'ai plus développé un truc qui m'intéressait plus, qui était une intelligence plus émotionnelle, une intelligence relationnelle, etc. Et ça fait pas si longtemps que j'ai capté que j'étais peut-être meilleur dans ces trucs-là. Mais comme en plus, ce qui est valorisé souvent, c'est plutôt cette culture générale, tu vois. Surtout que c'est même pas forcément... ça dépend comment elle est faite, mais c'est pas forcément une question d'intelligence, quoi. C'est une question d'emmagasination d'informations. Enfin, c'est pas parce que t'es une encyclopédie que t'es intelligent, quoi. C'est vrai. Mais c'est souvent valorisé comme ça dans notre société. Mais c'est très valorisé, société, de fou. C'est ça. Comme les maths sont largement plus valorisées que les langues ou des trucs comme ça. C'est vrai. T'es un ingénieur, t'es très intelligent, alors que pas forcément, ou forcément, mais... moi, les formes d'intelligence qui me parlent le plus, ça reste quand même la créativité, peu importe le domaine, quoi. Et c'est ouf parce qu'en fait, quand tu comprends ce que c'est l'intelligence créative, on va l'appeler comme ça, des fois tu la décèles chez des gens qui sont pas du tout dans des domaines comme ça, et t'as envie de leur dire change tout de suite. Tu es fait pour ça. Vraiment là, tu es hilarant. Et c'est fou parce qu'en fait, il y en a je sais pas, j'ai fait des travaux chez moi, j'ai rencontré un menuisier, je dit, arrête tout de suite, va travailler pour Luc Besson, je sais pas, fais quelque chose. Je sais pas pourquoi j'ai pris Luc Besson, c'était pas dingue. C'est le premier français. Écoute, mince. J'ai une très mauvaise intelligence mathématique. J'ai que mon processeur, ma capacité à comprendre quelque chose, un complexe, un problème compliqué, un problème complexe. J'ai les capacités de l'assimiler, mais il me faut 3 fois plus de temps que la moyenne.
Et Par ça, contre, en tant que chef d'entreprise, c'est chiant ou pas? Bah, en fait, dans mon entreprise, je maîtrise parfaitement le sujet. Ok. Alors, en fait, c'est déjà là, j'ai déjà les bases. Mais par contre, tu me fous dans un truc qui n'a rien à voir, où on doit vite me briefer sur un truc complexe, Ouais. n'importe quoi, mais je dois descendre un pont en rappel. J'ai jamais fait ça de ma vie. C'est un briefing très vite pour descendre 50 mètres un truc. Je suis en mode... Voilà. Ok, ouais. Voilà. J'ai passé mon permis de voiture en une fois, mais j'ai payé 42 heures. Ok. Ouais, j'étais assidu. Hein. Mais est-ce que ça va pas dans ton besoin de contrôle en plus? Ouais, peut-être. De te dire, je peux pas me lancer si vraiment je ne pense que contrôle je suis pas de A à Z tout Je chaque suis intelligent, détail. mais je suis lent. Ouais. Mais sauf que tu disais, ce qui est valorisé, là, c'est quand même vachement la rapidité. Ouais. Genre aux échecs, je pense que j'ai un bon niveau. Mais par contre, faut pas me mettre un timer. Ouais. C'est ouf. Et ma femme est extrêmement rapide. Ok. Mais c'est-à-dire que c'est valoriser la rapidité. Mais moi aussi, moi, je trouve que c'est dingue d'être hyper vif d'esprit et tout. Mais comme tu dois l'être sur d'autres formes d'intelligence. Ouais, très rapide, être en fait, capté, c'est trop bien ce que tu as dit, parce que pouvoir identifier là où on est bien, donc toi, c'est plutôt l'intelligence émotionnelle, bah, c'est trop bien, parce que sinon, tu te réduis à ce que la société attend de toi, c'est-à-dire être fort en maths et avoir une bonne culture G, en gros. Vrai. Alors qu'il n'y a pas que ça, quoi. Mais je pense qu'on est quand même dans un monde où on valorise de plus en plus les autres formes d'intelligence. Je pense que c'est quand même plutôt rassurant ce qui se passe, quoi. Mais ouais, je trouve qu'on a été élevé en mode sois fort en maths et t'as intérêt de savoir en quelle année il est né Charles de Gaulle. C'est il vrai. est né en quelle année? Bah, de fou. Exact. Je pense qu'on a le temps de faire une ou deux cartes. Allez. Ah oui. Attends, je te rends celle-là. Hein. Allez, hop. Abonné, obligé. Bah, abonné, faut la faire. Abonné, obligé. De qui es-tu le plus proche? Étienne, Yvan ou Thomas? T'as l'impression que moi, marrant. j'ai eu l'impression que c'est une question qui revenait très souvent. C'est drôle. Parce que déjà, je pense que les gens sont très gossip. Ouais, ils adorent ça. On aime ce truc-là. En plus, il y a une histoire de relationnel et tout. Ouais. Et en plus, des fois, tu fais des feats pas forcément avec les trois. Exact. Donc, des fois, il y a un truc, je pense, qui doit se créer. En plus, moi, au début, j'ai cru que tu faisais uniquement des feats à deux que avec Thomas, parce que c'était ceux qui m'étaient le plus poussé, tu vois, sur l'algo. Et en fait, je me suis rendu compte que non, c'était pas le cas. Il y avait des feats avec. Mais il y a eu ça, un peu. Ah oui, ok. Mais que chacun avait une spécialité aussi, tu vois. Exact. Bah là, c'est le truc de je les ai choisis, mais ils se sont pas choisis. Hein. Donc, ils ont des personnalités extrêmement différentes, des hobbies, des passions extrêmement différentes. C'est un truc de malade. Donc, si je résume, Étienne, gros affect par rapport à l'automobile, par rapport on va dire aux expériences un peu plus extrêmes et tout ça, et par rapport peut-être à la vision du divertissement YouTube. Yvan, gros affect par rapport à la vision du monde, à la nature, au fait que je pense que tous les deux on voit un peu le monde et nous en mode troisième personne et qu'on a besoin de parler de sujets un peu vertigineux, d'espace ou de trucs qui te font te dire qu'on est globalement des merdes. Et ça nous fait du bien, alors que ça terrifie plein de gens, tu vois. Et Thomas, je vais répondre Thomas pour une raison simple, c'est que Thomas se livre énormément. Thomas, il a un livre ouvert de ouf, tu l'as reçu, mais c'est vraiment quelqu'un qui limite trop. Hein. Il pousse le curseur de... Il va voici mon cerveau, quoi. Voici mon cerveau, voici quand tout je l'ai ce reçu, qu'il les y a à gens l'intérieur. étaient très surpris d'ailleurs du côté introspectif de Thomas. Mais il réfléchit beaucoup trop. Il intellectualise tout. Tout, cette tasse, il intellectualise cette tasse. Et donc, le fait qu'il se livre beaucoup, j'avais jamais été face à quelqu'un qui se livre autant. Et donc, j'y ai répondu, parce que ça m'a fait du bien aussi, tu vois. Et donc, forcément, ça a créé un lien particulier, un peu nouveau, que j'avais pas forcément eu dans ma vie avant. Donc forcément, ça crée une proximité, parce que comme il se livre énormément, tu es face à quelqu'un qui te raconte beaucoup de choses très deep, très perso, machin. Et moi, j'ai pas du tout l'habitude de faire ça. Mais à la longue, il a fini par m'avoir. À l'usure. Donc, je lui ai dit aussi des trucs très deep et très perso. Et du coup, et forcément, ça rapproche. Et évidemment, un chouille. Mais c'est un peu horrible de faire des préférences. J'adore les gars, j'adore ces trois personnages. Je suis trop content de les avoir rencontrés.
Est-ce que ça te fait peur l'évolution de ça, justement, le fait d'avoir vécu juste avant, tu vois, le départ de Joyka Mastu en disant, ah, ok, il faut que je recrée un autre truc. Tu me disais en plus sans recréer potentiellement les guerres d'ego, etc. Ouais. Est-ce que là, tu te dis, bon, évidemment que vous n'allez pas rester jusqu'à votre mort. Oui, tout à fait, il y aura la fin de cet arc-là. Est-ce que ça, t'y penses régulièrement ou en fait pas trop? Je pense pas régulièrement, mais j'y pense. Mais en fait, le truc, c'est qu'on avait un deal moral avant, quand on s'est rencontrés, en se disant, on est là pour 3 ans. Voilà. Okay. Ça fait 4 ans et demi. Ouais. Donc, si tu veux, le deal moral, il est dépassé depuis longtemps. Donc, on est tout à fait capable de se dire, bon, maintenant, on arrête. Mais je suis pas certain, à voir, mais je suis pas certain qu'on arrête brutalement. Okay. Voilà, je pense que ça va être quelque chose d'assez progressif sur plusieurs années. Mais ils aspirent à avoir des carrières et des projets en dehors qui commencent, ils ont déjà. Donc Étienne a sa chaîne YouTube, Yvan a sa chaîne YouTube, Étienne a sa chaîne Twitch, Thomas fait de la scène, tout ça prend de plus en plus d'ampleur chacun de leur côté. Là on commence à sentir que niveau planning ça commence à être sympathique. Donc, trouver un petit créneau commun pour tourner une vidéo, c'est plus le même. Donc il y a ça qui va jouer et qui va faire qu'on va s'organiser un peu différemment. Mais aujourd'hui, que je fasse un feat avec Étienne tout seul autour de l'automobile, un feat avec Yvan tout seul en survie dans la jungle, ou un feat avec Thomas tout seul, on mange sans gâteau apéro, et dans les 3 cas, ça fonctionne sur la chaîne, les gens sont a priori contents, et nous on prend beaucoup de plaisir par duo. Ce qui est plus compliqué, c'est les vidéos à 4, parce qu'il faut nous rassembler en même temps, ça devient très compliqué. Et ça prend du temps et beaucoup d'énergie à tout le monde, et c'est ça qui est un peu plus en péril à moyen terme, mais bon, on a encore le temps, il y a encore beaucoup de choses de prévues et de vidéos dans les bacs avant que... Parce que j'ai l'impression que les gens sont très attachés aussi à votre groupe, quoi, à notre quatuor, de ouf, carrément. Et voilà, après les gens quand ils sont arrivés, ces 3 personnes-là, je dis les gens, mais les commentaires étaient horribles. C'est pire choix de ta carrière, pourquoi c'est qui ces gars-là, mon Dieu, adieu, enfin voilà, bon. On parlait d'échecs tout à l'heure. Et 6 mois plus tard, c'est meilleure décision de ta vie, merci de les avoir. Bon. Le problème du changement, où les gens ont très peur du changement. Je pense que les gens savent pas trop ce qu'ils veulent. À leur arrivée, tu t'es dit, mince, qu'est-ce que j'ai fait ? Non. En voyant les commentaires de gens qui disaient, ah, c'est horrible. Non, je me suis dit, c'est forcing, vous allez prendre, vous ne prendrez pas. Mais... Ok, toi, t'étais sûr du truc. Bon, de toute façon, il n'y avait pas de machine en arrière. C'est pas une option, quoi. C'est pas du tout une option de revenir en arrière. Par respect pour la vie de ces 3 gars qui avaient échangé, tu vois. Donc il n'y avait pas de choix, c'était à nous c'était à nous de nous adapter, tout ça, c'était un peu mérité aussi les commentaires, parce que en fait, si tu veux, on a fait une première vidéo ensemble qui s'est extrêmement bien passée. Genre en mode, je me suis dit mais c'est pas possible, j'ai l'impression de les connaître depuis 2 ans, c'est ouf et tout. On la publie, ça se passe trop bien, les gens sont hyper contents, trop bien. On publie une 2e vidéo avec la confiance du coup. Et là, c'était une vidéo où on fait visiter un hangar, un studio, un peu nul, une vidéo qui sert à rien. J'étais encore dans une époque où juste, je sais pas comment dire, tu remplis la ligne édito avec ce que tu as sous la main, et donc voilà, on a acheté un hangar et on fait la visite du hangar, et chacun prend une GoPro et va vlogger un coin du hangar. Il n'y a pas grand chose à raconter sur un hangar, donc tout le monde fait des conneries outre mesure, et le fait de nous splitter dès la 2e vidéo et de laisser la parole à chacun d'entre eux et à moi, les gens ils ont dit non, mais ils retrouvaient plus l'esprit de groupe, qui était une bonne idée parce que ça permettait de les connaître un peu individuellement, mais trop tôt. Et puis là on est en plein Covid et tout, donc en fait après il y a un trou de 3 mois, on les voit plus sur la chaîne parce qu'on pouvait plus se voir. La tournée à 4 en plein confinement, pas dingo, donc je suis retourné à mes petites vidéos React pendant le confinement, et après on a pu reprendre tout ça. Donc le début était pas simple, mais bon après encore une fois, j'ai jamais pris autant de plaisir sur ma chaîne que depuis qu'ils sont arrivés, largement plus qu'à l'époque solo, qu'à l'époque Redbox et tout. Trop bien. Donc je suis trop content de cet arc-là, mais il va falloir penser au prochain quand même. Voilà, donc il y a plusieurs scénarios disponibles, et je te dis. Parce qu'il y a soit parce que la chaîne s'appelle quand même Amixem. La chaîne s'appelle Amixem, c'est clair. C'est pas Amixem et ses amis. Donc ça pourrait. Donc c'est quoi, toi, il y a plusieurs scénarios, genre repartir solo ou repartir un autre crew qui revient ou... Ça pourrait être un mix des deux. Anecdote que j'allais raconter, mais un jour on était au restaurant avec les gars et il y a un abonné qui vient puis qui nous connaît mais pas trop, qui dit c'est Maxime et son orchestre. Mais c'était premier degré. Et qui a un mix avec Marcel et son orchestre. Peut-être. Et le groupe WhatsApp que j'ai avec les gars s'appelle Maxime et son orchestre. Et du coup...
Pour tout te dire, grosse exclure. Mais j'aimerais bien recruter 1 ou 2 personnes de plus pour qu'il y ait un crew un peu plus large, de manière à ce qu'il y ait toujours... Parce que plus de 4 personnes dans une vidéo, c'est la merde. Oui. Donc on peut pas être 6. Mais par contre, si tu veux d'avoir 2 personnes de plus, des filles, ce serait bien. Pour pouvoir avoir constamment 3 personnes que les gens aiment bien et qu'on tourne, en fait, ce serait trop bien. Ouais. Donc là, tu cherches déjà ou Non, okay. Pas encore, mais je suis en veille depuis 2 ans, en veille très fort. Ouais. Okay. Ouais. Tu dis des filles parce que c'est un truc qu'on t'a beaucoup reproché? Ah non, c'est déjà un truc que je voulais absolument faire et qui n'a pas pu se faire parce qu'en gros, déjà, sur les 22 000 ou 20 000 candidatures, il y avait 1000 ou 2000 filles, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et quand même à la fin, et sans forcer pour les filles, en appliquant des critères de fun et de lol, dans les 30 derniers, il y avait un bon 30% de filles. Donc j'étais en mode, c'est trop bien, ça va le faire, quoi. Et dans les 7 ou 4 derniers finalistes, il y avait 2 filles, mais qui habitaient à l'autre bout. Il y en a une qui habitait à l'autre bout du monde et qu'en fait, ça le faisait, mais elle était trop loin et c'était techniquement pas faisable. Et l'autre avec qui ça s'est pas très bien passé parce qu'à un moment, en gros, moi je te raconte maintenant, on s'en fout, mais il y a un tournage test. Ouais. Et puis on a eu une galère de carte SD. C'était un tournage test, on s'en fout. Ouais. Et ça prend un peu de temps à ce qu'on trouve une nouvelle carte SD. Donc il y a 5-10 minutes d'attente, comme ça arrive sur plein de tournages, tu connais. Et elle était en mode chiant. Ah oui, d'accord. ça. Là, tu dis, on va pas partir sur 3 ans comme ça. Ça va être long. Et j'étais dévasté. Elle était arrivée en DiCaprio, quoi. Ouais, de ouf. Bon, mettez une doublure à ma place. Donc ça fait un peu garçonnière et ça me fait chier. Ouais. Mais voilà, mais ça va changer. C'est cool. J'espère. Je dis ça, je me suis engagé maintenant, j'ai dit. Mais mais ça aurait été mieux autrement. Mais après, j'ai fait avec les statistiques, tu vois. Mais il faudrait lutter contre les statistiques c'est un cercle vertueux qu'il faut créer aussi, tu vois. Ouais. Sur la chaîne, tu vois, moi, j'essaie au maximum de faire de la mixité aussi, tu vois. Et c'est vrai que là, ça évidemment, on a 100% hommes. Non, mais c'est vrai que c'est pour ça que j'avais lancé Entre Potes aussi, tu vois, où à chaque fois, il faut obligatoirement qu'on soit 2 mecs, 2 meufs autour de la table. Et tu te rends compte que tu fais face à un problème statistique des meufs. Exactement. Et où tu batailles beaucoup plus à trouver les bonnes meufs. Et c'est en train de s'inverser de ouf, et dans quelques années ça va le faire. Mais tu vois, moi par exemple sur ma chaîne en audience, avant j'étais... Bon, déjà tout ça est issu aussi, de la société, mais aussi du fait que la plateforme intitulée YouTube est à la base une plateforme quand même très gaming, parce que tu vois, tous les youtubeurs de 2010, c'est que des mecs qui font du jeu vidéo dans une industrie, celle du jeu vidéo, qui est quand même encore très très genrée de ouf, tu vois, ça n'a rien à voir avec maintenant. Donc du coup, tu as 90% de mecs. Et c'est de cette génération qu'émerge la première génération de youtubeurs. Donc en fait, du coup, c'est des mecs qui influencent des mecs qui sont regardés par des mecs. Dans le vivier de base, il est pas... T'as plein de mecs qui sont inspirés par des mecs en se disant je vais faire le même métier qu'eux. Voilà, exactement. Et mais il y a de plus en plus, tu le dis, ça évolue, il y a de plus en plus de rôle modèles meufs. Je trouve qu'il y a plein de meufs très très badass sur les réseaux là aujourd'hui qui inspirent aussi plein de mecs. Tu vois. C'est incroyable. C'est clair. Et du coup, la balance est en train de s'inverser. Mais maintenant, tu vois, j'ai 60-40. Mais pour moi, c'est énorme. 60, alors que 40... Ah oui, d'accord. 60% de garçons, 40% de filles sur la chaîne. C'est énorme. Tu parles en viewer ? Ouais. Ah oui, ok. Tu sais que c'est fou parce que moi, je dois avoir des stats qui n'existent pas ailleurs sur la plateforme. Je suis à 70% de femmes qui regardent la chaîne. Ouais. Oh, c'est du coup, ça va augmenter, mec. Venez vous abonner, s'il vous plaît. Ah ouais, c'est ouf. Si, ça existe de ouf, mais c'est vrai que... Mais moi, YouTube m'a dit que c'était pas des stats représentatives des chaînes YouTube, hein. Dans le sens où moi, je fais un truc où c'est de la discussion. Ah oui, toi, c'est pas... De base, tu vois, c'est pas un panel représentatif. Oui, ok. En tout cas, j'aimerais bien arriver au 50-50, ce serait bien. Avec des filles dans les émissions. Est-ce qu'on s'en fait une dernière ? Allez, avec plaisir. Qui te reste valeur, pro et nostalgie. Ça va être valeur, je pense. Ouais. J'adore l'argent. C'est pas cette valeur-là ? Aïe. Ah bon. Qu'est-ce qui est non négociable dans la vie ? C'est marrant. T'as des trucs non négociables dans ta vie ? Que mon métier, que ce que je fais, que ma vie publique impacte ma vie personnelle et mes enfants. C'est la barrière ultime, quoi. Genre, j'appréhende beaucoup. Pour l'instant, ça va, mais j'appréhende quand même beaucoup. Ouais. C'est vraiment un truc... T'appréhendes sur le fait qu'ils vont monter en âge, sur la scolarité, tout ça ? Qu'on leur fasse des remarques sur ce que je fais, ou que...
on leur fasse des blagues dans la cour ou que ça les impacte d'une manière ou d'une autre, tu vois. Ou d'être la fille de, ou je sais pas, tu vois. C'est ce genre de truc. Ouais. J'en ai beaucoup parlé avec Carlito parce qu'il gère, je trouve, assez bien ça. Ils ont fait d'ailleurs un move que je trouve assez intelligent. En tout cas, peut-être qu'ils ont réfléchi sur ce truc-là, c'est que eux montraient leurs enfants. Et ils ont fait un move où ils montrent plus leurs enfants là aujourd'hui. Tu vois, ils ont fait une ou deux vidéos où ils sont, tu vois, où ils les cachent et tout. Et je me demande si ça fait partie de la réflexion. C'est complètement ça se rate. Je lui avais demandé, je parle pour lui, on interview Carlito à travers Amixem. En gros, j'avais dit, mais comment tu gères quand tu vas déposer tes enfants à l'école et forcément des parents d'élèves, même des élèves qui te reconnaissent et tout. Il m'avait dit, en fait, moi, je préfère y aller. Donc, il se déplace. Tu vois bien la personnalité de Carlito, quoi. Ouais. Donc, il se déplace, il va dire, ça va les gars, voilà, vous m'avez vu, paf, paf, comme ça, c'est fait. Et c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est, voilà, prenez. Et en même temps, ils ont pas trop montré parce qu'ils étaient de dos, machin, ils ont quand même fait gaffe. Je crois, oui. Sur la dernière vidéo, c'est ça. Alors que toi, tu as toujours fait le move, mais même de ta femme, etc. Même moi, ma vie privée, on la voit pas du tout. Je donne beaucoup de moi en vidéo. Yes. Mais pareil, pour moi, c'est le seul truc qui te reste quand tu rentres chez toi, quoi. Ouais, de fou. Non, mais j'ai envie de, sur ce plan-là, avoir un métier comme les autres. Quand tu rentres et que ton père, il est ingénieur chez Ariane, normalement ça n'impacte pas ta vie. J'ai envie que ce soit pareil. C'est peut-être très utopique, mais je pense que je serais capable de déménager dans un autre pays pour ça, tu vois, pour te dire à quel point c'est non négociable. Ce serait la seule raison pour laquelle je pourrais quitter la France, je pense, et tourner en Belgique. C'est débile parce que c'est la même chose. Je sais pourquoi j'ai pas pensé. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à la Belgique, mais je partirais aux States, quoi. Je pense partir en Angleterre parce que j'ai beaucoup aimé ce pays quand même. C'est juste que le soleil se couche à 16h et que ça me met dans une profonde dépression instantanée. Mais sinon, je comprends. Mais sinon, j'adore l'Angleterre. Non, mais je le ferai pas. Hein. Mais soyez sympa quand je suis avec mes enfants. Ça, c'est un truc que j'apprends aussi, mais tu vois, on a le même truc non négociable là-dessus. Où je me suis posé la question parce que c'est une vraie facilité en plus, hein, de dire, parce que les gens sont en attente de ce truc-là. De dire, tu montes ton enfant, tu montes ta relation, tu montes tout ça, tu vois, et ça stat, on le voit sur les réseaux, c'est des trucs de stats gigantesques. Non, mais je suis même pas tenté. Non, j'ai une pudeur de ouf là-dessus, mais qui date de même bien avant la notoriété et tout. Mélanger en fait les groupes de potes, et les amis, la famille, les collègues de bureau, déjà, moi ça m'angoisse. Ok. Tu vois, ouais, d'accord. Ouais, déjà. Les potes dont les maisons c'est des gigamoulins chez les darons, où t'as... impossible. Mon mariage, c'était une angoisse sur ce plan-là. C'est une super journée, mon mariage, j'ai tout adoré, c'était génial. Mais sur ce plan-là, c'était une angoisse absolue. Je voulais pas que certaines personnes se parlent. Il y avait des gens de YouTube, il y avait des... Ouais, c'est ça. Il y avait des gens de YouTube, de la famille, des amis et tout. C'était... J'aime pas ça. Donc déjà, ça, je sais que ça date d'avant. C'est un problème qui date d'avant, donc c'est encore pire aujourd'hui. Voilà, mais je vais bien sinon. c'est une belle conclusion. Je vais très très bien. Merci Maxime d'avoir joué le jeu. Génial, merci. Tu fais très peu d'interviews et t'es très pudique en plus, donc c'est vraiment un beau cadeau que tu nous fais là de répondre à ces questions qui sont assez personnelles en plus. Donc c'était très très intéressant. J'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup le côté chill et tout, mais tu dégages un truc de ouf parce qu'on se connaissait pas. Et quand on arrive dans des studios comme ça, je dis aux gens, c'est backstage. Mais quand on arrive sur des studios et qu'on connaît pas les gens, il y a toujours de la part du host ou de la host un espèce de je sais pas, de surjeu pour dire hey, ça va, t'as besoin de quelque chose et machin et tout. Tu m'as rien proposé, c'est pas vrai. Tu m'as proposé un café. Non, il m'a rien proposé, il m'a proposé un café. Une expression directe. Mais en fait, t'es très chill, c'est une détente absolue. Genre vraiment, je sais pas, c'est ouf. Tu dégages un truc où en fait ça met en confiance sans que t'aies besoin de le dire. Je sais pas si t'as conscience de ce que de ça. Non, mais je pense que c'est parce que j'en ai pas conscience que ça marche peut-être. Tout à fait. Non, c'est vraiment du naturel, ça se sent. Pour moi, il n'y a pas d'enjeu, tu vois. Et d'ailleurs, on discute de la même manière hors caméra que là. Et pour moi, c'est ce qui fait que ça marche. Il n'y a pas de rôle en fait. C'est toi et ça fait plaisir d'être avec cet être humain-là. Et puis surtout, pour moi, peu importe qui j'invite sur ma chaîne, j'invite des êtres humains que je kiffe et où c'est, tu vois. Pour moi, l'idée c'est qu'on partage un vrai moment humain et un bon moment avec Ben. Absolument. C'est déjà pris peut-être. Dommage ce titre. Qu'on finisse là-dessus. Dommage. C'est juste la concu. Merci beaucoup Maxime. Merci. Au revoir.